recevons Guilhem Cahuzac à l'occasion de la sortie de son nouvel ouvrage « Guérison par les 4 éléments ». Équilibre entre matière et énergie. Médecine de demain. Reconnexion à la nature. Reconnaissance du divin en soi et en toute chose. Tant de facteurs importants que nous évoquerons lors de cette entrevue. Nous aborderons, par ailleurs, les problématiques sociétales et spirituelles actuelles en tentant d'y apporter des solutions d'émancipation à l'aide du regard essénien. Un invité exceptionnel qui apportera des pistes, des faisceaux d'indices, des orientations ainsi qu'une réflexion poussée en rapport à l'humanité contemporaine et à son mode de vie. Installez-vous confortablement et préparez-vous à un échange pas comme les autres sur Âme Dessine, la plateforme des rendez-vous quantiques et holistiques. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un invité très spécial, connu pour sa capacité à partager sa vision ancestrale du monde d'aujourd'hui à travers la tradition essénienne. Avec plus de 30 ans d'expérience, il vit et incarne cet état de conscience comme un art de vivre. Il se distingue par son approche unique, observant et étudiant les grands processus et mécanismes des mondes vivants à travers l'observation de soi et de la nature, ainsi que l'étude des textes sacrés. Ses enseignements s'adressent à ceux qui recherchent une perspective éclairante, libératrice et non dogmatique. Il offre des repères concrets pour traverser nos questionnements personnels, invitant chacun à découvrir sa propre vérité et à poser un nouveau regard sur les mystères et les maîtres de sagesse de notre civilisation occidentale. Auteur et formateur à l'initiative de nombreux séjours thérapeutiques en Égypte et en Grèce, il vient aujourd'hui répondre à nos questions à rapport à cette passe, à cette période cruciale que nous vivons, en exposant les symptômes d'une société malade et en tentant d'y apporter des remèdes vieux comme le monde. Guérir l'âme de l'humanité, est-ce possible ? Que cela veut-il dire ? Guérir, oui, mais de quel mal parle-t-on ? Quelles sont les perspectives à mettre en œuvre ? Ce sera ici le fil rouge de cette interview. Guilhem Cahuzac, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à vous. Elle est lumineuse, elle réchauffe notre antenne en y apportant chamallow, nougat et autres gourmandises. Elle nous accompagne depuis nos débuts. J'ai nommé Tamara Buhmann. Tamara, bonjour. Salut Rudy, bonjour Guilhem. Vraiment ravi de te recevoir sur notre chaîne. Un sujet des plus éloquents aujourd'hui. Donc, qui est de mieux que toi pour nous parler de cette âme de l'humanité et comment l'appréhender en termes de guérison ? Il y a des êtres qui nous gouvernent et qui décident à notre place de notre réalité. Pourquoi ? Parce que nous devrions, chacun de nous, nous gouverner et décider de notre vie. Mais comme nous ne le faisons pas, cela nous est pris et cela est vécu par d'autres personnes. Quand une personne ou un petit groupe récupère la gouvernance de centaines de millions d'hommes qui y renoncent, vous imaginez la quantité de pouvoir qu'ils récupèrent. Tu n'es pas le maître de ta vie, tu ne gouvernes pas ta vie, tu ne te maîtrises pas, mais tu es né pour gouverner et maîtriser ta vie. Tu es né pour être le roi de ton royaume, et bien ta royauté est prise par ces êtres qui la vivent à ta place. Je cite ici donc un extrait d'une de tes dernières conférences abordant 4 principes primordiaux afin de sortir de la matrice artificielle. Guilhem, cette gouvernance dont tu parles et que nous devons nous réapproprier, quelle est-elle ? La vache, tu commences fort. Justement, si tu veux, ta question, elle implique, elle révèle le piège qui nous est tendu par cette matrice artificielle. C'est que quand on te prend quelque chose et que tu finis par ne plus vraiment savoir ce qu'on t'a pris, eh bien, quelque part, tu te mets à vouloir récupérer tout, même ce qui n'est pas à toi. Et donc, tu te mets à vouloir plus que ce que, au départ, normalement, naturellement, tu es fait pour vivre, pour être. Ceux, entre guillemets, qui nous ont dépossédés, parce qu'il faut toujours équilibrer cette idée en se disant qu'on s'est laissé aussi déposséder, tu vois. Faut pas pointer du doigt des méchants. Mais en tout cas, ceux qui l'ont fait, qui ont pris ce qu'on avait laissé de côté, sont tombés dans ce piège. Et maintenant, tu vois, il y a un piège dans le piège. C'est que parfois, en voulant récupérer notre souveraineté, eh bien, nous récupérons plus. Et je pense que au moment où on enregistre cette vidéo, les jets privés affluent à Davos.
Et donc, ce sont des personnes qui ont voulu, qui ont ressenti très fortement à un moment donné, si tu veux, que les humains subissaient leur vie et qu'ils subissaient des situations. Et je pense qu'ils ont travaillé très fort dans leur vie, de toute leur âme, ils se sont mis en disant qu'ils voulaient, eux, être au sommet de cette pyramide de gouvernance mondiale, parce que ils voulaient être les vainqueurs et pas les vaincus. Mais en fait, en faisant ça, ils sont tombés dans un piège qui est de faire, de décider, de vouloir, de penser pour plus que eux-mêmes. Il faut surtout pas tomber dans ce piège. Qu'est-ce qu'on doit récupérer quelque part? Il faut absolument, pour moi, accompagner cette démarche. Et tu vois, tu le vois déjà dans les enseignements esséniens de l'époque de Jésus. Si tu veux, il y avait un décalage entre ceux dans la religion hébraïque juive qui voulaient gouverner, qui voulaient faire le bien, le juste et le vrai, et dire aux autres ce qui était bien, juste et vrai, et la branche des Esséniens qui était un peu à part et qui disait, écoutez, chacun de nous va commencer par lui-même, et pour ça, il doit se trouver lui-même, il doit trouver sa royauté intérieure. C'est-à-dire que nous avons été conçus, chacun de nous, comme des petits royaumes. Et tu ne dois pas devenir le roi du monde, tu dois devenir le roi juste de ta propre vie, de ton propre domaine intérieur. Donc, première étape, refaire le tour du propriétaire et réévaluer quel est ton champ d'expérience, quel est ton domaine de vie, quel est l'endroit où ta conscience se déploie dans les expériences que tu fais, qui est très personnel et individuel. Et essayer de se dire, OK, c'est là-dessus que je dois récupérer ma royauté, ma gouvernance, et pas sur la vie des autres. Et c'est ce qui fait que, fondamentalement, cette attitude, elle est non dogmatique. Et donc, je pense qu'elle est bienvenue chez Am Médecine. Effectivement, mais tu parlais d'absence de vie vécue en chacun d'entre nous, donc de cette manne qu'on crée, et tu prenais l'image des charognards, j'aime bien, et des hyènes, en disant effectivement, il ne s'agissait pas ici de vampirisme ou de quoi que ce soit du genre, mais plutôt d'une loi universelle qui leur permettait de venir prendre ce qu'on ne s'appropriait pas nous-mêmes, en fait. Tu vois, c'est le problème c'est pas parce que toi, à un moment donné, tu prends conscience d'une chose, tu t'éveilles à une réalité, tout d'un coup, tu ouvres les yeux sur quelque chose parce que tu as regardé une vidéo, tu as assisté à un live sur Am Médecine, tu as lu un bouquin ou tu as vécu une expérience, tout d'un coup, tu prends conscience de quelque chose. C'est pas parce que toi, tu en prends conscience aujourd'hui, à cette heure-là, que l'histoire commence maintenant. L'histoire, elle a commencé depuis très longtemps et tu as manqué la plupart des épisodes, en réalité. C'est comme, tu sais, ces séries américaines qui en finissent plus. Prends l'épisode en route, tu peux tout à fait comprendre la situation, mais il te manque énormément d'éléments. Et donc, je trouve que parfois, en spiritualité, on parle toujours dans un espèce d'éternel moment présent. C'est très moderne comme approche, tu vois. Dans les anciens temps, dans les anciens textes, tu vois énormément de références au passé, à la responsabilité, aux causes et aux conséquences, tu vois. Et nous, on est dans un extrême inverse où on dirait qu'on peut se réinventer à chaque instant et déclarer qui on est, juste par tout d'un coup un éveil de la pensée à la puissance créatrice et faire une affirmation positive. Nous avons été éduqués pour ne pas percevoir la vie, le réel ou nous-mêmes. Nous avons été éduqués pour cela. Et donc, il faut savoir que nous venons d'un monde qui est corrompu. Ça ne veut pas dire que nous n'avons jamais perçu la vie, que nous n'avons aucun accès à notre être intérieur, que c'est foutu, que c'est à 100%, pas du tout, mais en grande partie. Et si tu regardes comment tu as été éduqué, pourquoi, en 2 mots, tu as été éduqué, par exemple, on appelait ça l'éducation nationale, mais qui l'a créée et pourquoi? On sait très bien que ça vient de la révolution industrielle où tout d'un coup on a réalisé qu'on aurait besoin de moins de cultivateurs et de plus de comptables dans des bureaux ou de machinistes. Et ainsi de suite. L'éducation nationale, elle n'a fait que suivre les besoins économiques d'un système artificiel. Et aujourd'hui, c'est l'obsolescence programmée de l'homme, c'est-à-dire que énormément de métiers, d'activités ne nécessiteront plus les humains, ils le savent très bien. Et donc, ils sont en train de faire des plans, et tu vois le niveau d'éducation nationale qui s'effondre et tout ça. Et c'est parce qu'on n'aura plus besoin d'autant d'être éduqué. Donc, tu as été pris en charge dès ta venue pour participer à un système. En partie, c'est pas la totalité de ta vie. Tes parents t'ont aussi éduqué, on t'a transmis plein de choses, tu as toi-même vécu énormément de choses et tu as ta sensibilité au monde. Mais il y a dans ton éducation quelque chose qui a été instillé et qui te désensibilise à la vie et qui fait que tu ne perçois plus réellement, tu n'as plus vraiment la capacité. Tu es pourtant au même endroit, au même moment, dans les mêmes situations, tu vois les mêmes choses,
Et pourtant, ça ne te parle plus, tu n'es plus nécessairement relié de la même manière. Tu vois, ce qui est fascinant, c'est quand j'étais enfant, j'ai été dans des pays à l'époque du bloc communiste. Par exemple, j'ai été en Roumanie, j'ai été en Hongrie, j'ai été en Pologne, j'ai été en Yougoslavie. Et donc, c'était un système complètement différent. On vivait pas de la même manière. Eh bien, tu voyais à quel point l'éducation avait dressé un peuple à une certaine sensibilité au monde. Et que donc, c'est... en partie, on est vécu, si tu veux, on est traversé par ça et on agit d'une façon inconsciente qui nous rend insensibles. Quand j'ai vécu en Afrique, j'ai été choqué. C'était les années où on parlait de l'écologie, ça commençait à vraiment devenir mainstream, la couche d'ozone, l'environnement et tout ça. Et donc, quand j'étais en Afrique, j'avais un peu en arrière-plan, si tu veux, le mythe du bon sauvage, le mythe du paradis perdu originel et que les gens en Afrique, ils vivaient plus proche de la nature et tout ça. Et j'étais hyper choqué de la pollution et de l'inconscience du plastique et tout ça, comment ils dégueulassaient des endroits en pleine forêt magique et tout. C'est l'éducation qui fait ça. C'est la carte postale aussi qui est un petit peu entachée quelque part. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'en partie, on est éduqué, on est vécu. Alors, par exemple, en Afrique, tous ces gens, ils parlaient de Jésus, ils allaient prier dans les églises. Mais ils ne faisaient aucun rapport avec leur environnement. Et du coup, je me suis dit, mais comment ça se fait que moi, j'en fais un, alors que eux n'en font pas et que nos gouvernants, l'Union européenne, les industriels n'en font pas non plus. Ils nous balancent toujours plus de plastique, toujours plus de produits polluants. On sait tout ça. Maintenant, on le sait plus. Mais à l'époque, c'était pas vraiment connu. Et tu vois, je me posais énormément ces questions-là et je me suis dit, la vache, l'éducation est énorme, plus qu'on pense. Parce que quand on t'a fait sentir des choses quand tu étais enfant, le problème, tu vois, Rudy, c'est nous sommes comme des arbres. Nous grandissons chaque année, tu vois, d'une cerne de plus, tu vois. Mais ce que tu as vécu quand tu avais 5 ans, c'est profondément à l'intérieur du tronc déjà. Et donc, c'est structurel. Et c'est plus difficile d'y accéder. Tu ne te rends pas compte que tu fonctionnes tu es posé sur cette forme qu'on t'a fait prendre, quelle qu'elle soit. Bien, mal, juste, injuste. Et c'est pour ça que il faut avoir l'humilité de se dire qu'il y a toute une partie de la démarche qui va nécessiter un peu de temps, un peu de calme, beaucoup de bienveillance envers soi-même, de se donner le temps et de savoir qu'on a été conditionné, mais que c'est pas une fatalité dramatique et que c'est foutu, pas du tout. Mais c'est que tu ne peux pas non plus simplement par une pensée changer tes structures intérieures. Ça prend un peu plus de temps, c'est dans des couches profondes. Oui, et tu nous parles du coup de conditionnement, de programmation au niveau individuel, et si on l'étend un petit peu, ça me fait penser, tu vois, cette notion, cette impalpable petite touche d'humanité là, qui fait toute la différence. Je repense à un exemple que tu nous donnais de la grand-mère qui fait son gâteau ou du gâteau industriel. Il y a quand même ce petit goût, cette petite saveur d'humain, d'amour qui fait la différence. Alors comment est-ce qu'on peut, tu vois, remettre notre baromètre à la bonne place? Parce que là, on voit bien que dans cette humanité, en tout cas à aujourd'hui, sur notre génération en tout cas, je crois qu'on a le même âge, on voit bien que l'enfance n'est pas la même et que justement cette sève originelle, les enfants d'aujourd'hui n'ont pas exactement la même. Ils ont peut-être plus le gâteau industriel que le gâteau de mamie. Comment est-ce qu'on peut justement y voir clair avec ce baromètre? C'est impalpable cette petite touche d'humanité. Comment est-ce qu'on peut la préserver? Si tu veux, c'est ça qui est troublant, Tamara. Tu vois, moi j'ai vraiment été élevé dans ce mythe du progrès. Tu vois que j'étais un humain de... Voilà, aujourd'hui, on est en 2024, tu vois, c'est un chiffre, on est en 2024, et tu vas dire, mais quand même, dans les années 2000, on devrait être passé à autre chose, tu vois. On a cette espèce de certitude complètement artificielle, ce conditionnement d'être dans telle année, dans telle époque, dans telle civilisation, et en fait, quand tu t'intéresses vraiment aux traditions anciennes et aux anciens textes, vraiment, c'est troublant parce que tu prends le temps de lire un petit peu au-delà de la différence culturelle. Tu vois, c'est un peu comme quand tu voyages, il faut un peu te donner le temps de comprendre ce que dit l'autre avec son langage, avec sa sensibilité, dans son monde. Sinon, c'est très difficile de communiquer, de se comprendre, parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes repères. Donc quand tu vas voir des anciens textes, eh bien c'est la même chose. Il faut te dire, c'est comme un voyage. Tu voyages dans une autre culture, les gens avaient d'autres façons de dire les choses. Et c'est troublant parce que tu t'aperçois que tu arrives aux mêmes conclusions. Et par exemple, tu vois les enfants d'aujourd'hui qui n'ont pas forcément la même sensibilité que moi j'ai eu ou que mes grands-parents ont eu. Alors on n'en parle même pas. Mon grand-père était né en 1900. T'imagines, 1900 en France, c'est un autre monde. Ça veut dire que lui, sa grand-mère qu'il a élevée, elle était née en 1840.
50, tu vois, c'est carrément complètement un autre monde. Donc, on n'a pas la même sensibilité, d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas des constantes dans l'histoire de l'humanité qu'on aurait peut-être oubliées au nom de la modernité? Et là, tu retombes sur des choses aussi simples que la gratitude, la prière, l'émerveillement, la contemplation. Et par exemple, tu te dis, OK, depuis des milliers d'années, dans toutes les cultures, il y a des offrandes de nourriture, il y a des rituels de gratitude. Et tu te dis, OK, avant, quand on allait manger, on faisait une prière et on remerciait la nature, le divin, le créateur, d'avoir créé tout ça pour que nous, on puisse vivre. Et on peut remercier les poules, on peut remercier le blé, on peut remercier le pommier, on peut remercier le bananier. Et donc, tu te dis, OK, donc les humains, quand ils disaient le dieu de telle chose, le dieu de telle chose, l'esprit, le déva de telle source et tout ça, c'était une sensibilité qu'ils avaient au réel. Et nous, aujourd'hui, il y a ce monde moderne artificiel qui s'est glissé et qui te dit, si le gâteau est bon, c'est pas grâce à ta grand-mère, c'est grâce à, je sais pas, en France, je connais plus, ça fait longtemps que j'y habite. Ah tiens, il y avait Mamie Nova à l'époque. Tu sais, il y avait les produits laitiers Mamie Nova. Voilà. C'est pas à ta mamie, à toi, c'est Mamie Nova. Donc, c'est une usine qui fait que tu te régales en mangeant tel ou tel aliment, tu vois. Il s'est glissé entre les deux. Les publicités, tu vois, tout l'avènement de cette culture s'est mis dans notre imagination, dans notre visuel et finalement dans notre quotidien de vie, qui fait que tu vas choisir ou apprécier telle ou telle marque de telle ou telle chose et que ta gratitude va à ce système. Et ainsi, ce système prend une place dans ton cœur. Parce que quand tu apprécies quelque chose de la nourriture, c'est fondamental la nourriture. Sans ça, on meurt. Ça veut dire que ta survie, tu la dois à, je sais pas, Nestlé, tu vois, tout ce genre d'entreprise, à Kraft, tous ces méga conglomérats. Donc, comment on peut faire? Eh bien là, tu te rends compte que la gratitude, elle a un pouvoir intemporel, c'est-à-dire que quand tu manges ton gâteau artificiel, Nestlé, tu manges ton yaourt Mamie Nova, eh bien, tu zappes, tu bypasses Mamie Nova ou Nestlé, et tu penses aux animaux qui ont produit ces œufs, aux plantes qui ont produit ces farines, tu comprends, les aliments, tu reviens à la terre. En faisant ça, eh bien, je pense que tu te relis au réel. Mais bien sûr, tu imagines bien que ces méga égrégores, ces méga conglomérats, ces industriels ne veulent pas, sans arrêt, ils vont te faire penser. Et donc, il faut être capable de le faire, quoi que tu manges, où que tu sois. Tu veux, c'est un peu la limite, c'est un peu le piège de bien manger, de bien se nourrir. C'est qu'on oublie que l'essentiel, c'est la reliance au réel. Et des fois, en se disant, moi, je veux manger bio, on oublie que on a le pouvoir, en achetant quelque chose qui n'est pas bio, mais en se reliant et en pensant aux pommiers. Tu vois, c'est terrible. Moi, j'ai marché dans des vergers au Québec. Et au bout d'un moment, parce qu'il y a la saison, à la fin de l'été, il y a la cueillette des pommes. Donc, tout le monde va cueillir des pommes en famille dans les champs. Et au bout d'un moment, je marche et puis je me rends compte qu'en fait, au pied des pommiers, il n'y a que de la mousse. Il n'y a aucune herbe. Ces pommiers sont tellement traités et arrosés de produits. Et je me fais expliquer qu'en fait, ces pommiers ont une durée de vie extrêmement courte. Ils sont complètement dopés, shootés, tu vois. Et je me dis, ces pommes, là, je les ramasse parce que c'est une activité touristique pour gagner un peu plus d'argent pour les producteurs. Mais dans la réalité, les pommes que tu achètes au supermarché, personne ne les a jamais regardées. Personne ne les a jamais aimées. Le pommier, personne ne lui a parlé. Personne ne s'est réjoui. Personne ne l'a remercié. Jamais. C'est ignoble. C'est de l'esclavage. Et donc, quand tu prends une pomme qui est cirée, qui est pleine de produits chimiques, tu achètes ça à Carrefour, voilà, et que tu te plains en plus que c'est toujours trop cher, tu as encore le pouvoir. Donc, tu vois, là, on est au fond du problème. Tu as encore le pouvoir de dire merci, la vie. Toi, le pommier que personne n'a jamais regardé. Toi, cette pomme que personne n'a dit merci en l'accueillant. C'est une machine qui est passée avec violence, avec indifférence. Eh bien, moi, je te tiens dans ma main et je vais te manger avec respect et gratitude. Et je bénis et je remercie tous les pommiers du monde et toutes les pommes du monde. Il y a au moins un humain sur Terre, aujourd'hui c'est moi, qui va remercier pour les pommes, même s'il n'y en a aucun, même s'il en reste qu'un, comme chantait Johnny, même s'il en reste qu'un, je serai celui-là. Ça sera moi. Et tu vois, c'est une sorte de responsabilisation de se dire, je suis responsable de mon royaume, ce dont on parlait, Rudy. Eh bien, dans mon royaume, il y a la gratitude et le respect. Et donc, si tu veux, cette attitude, elle équilibre un petit peu les dénonciations et l'écœurement, tu vois, qu'on ressent face à la façon dont les choses sont faites et au pouvoir mondial qui se met en place et qui va vers toujours moins d'humanité et de respect, tu vois. Ça équilibre. C'est-à-dire que oui, tu peux voir ça d'un œil, mais de l'autre œil,
Prends ta responsabilité. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu as bu de l'eau avec gratitude et même avec extase? Parce que pourquoi la mystique et l'extase et le sentiment divin serait la chasse gardée des religions ou des sectes ou des temples ou des prêtres? Pourquoi il n'y a que eux qui pourraient rejoindre le divin à travers quelque chose de compliqué, de particulier? Le but de tout ça, c'est quand même le contact dans le réel. Au début, Dieu a créé l'homme et la femme. Là, il a créé l'humain, c'était un seul être. Tout ça, bon, vous relisez la Genèse. Il les a mis dans un jardin. Il a créé un jardin après. Ça veut dire que nous avons été placés dans un environnement et que c'est tout. Normalement, il n'y a que ça à vivre, c'est-à-dire être avec et jouir de la création et de toutes les créatures incroyables et magnifiques de la beauté du monde. C'est le seul but. Encore faut-il y arriver. Par exemple, tu vas dans une cathédrale, c'est extraordinaire, il y a une chorale, il y a une musique, tu vois, il y a des choses qui sont magnifiques et qui sont belles. Je le sais, moi-même, je pratique des cérémonies, des rituels esséniens. Donc, mais ce sont que des entraînements, c'est-à-dire qu'à des moments, tu veux essayer de retrouver l'enchantement du monde. Mais le but de ça, pour moi, c'est ce que Épicure enseignait. Épicure, c'était un grand maître essénien juste après Platon en Grèce. Il avait créé une école qui s'appelait le Jardin et dans laquelle il enseignait la vie orgasmique. C'est-à-dire que normalement, manger une pomme, alors ici c'est manger une olive, c'est une expérience, si tu veux, de vie intense et de connexion à l'univers. Il n'y en a pas d'autre. Tu n'as pas besoin de, je sais pas moi, de faire tout un tas de choses pour connaître ça. Normalement, t'as pas besoin d'aller sur Vénus, t'as pas besoin de tourner comme les derviches tourneurs, t'as pas besoin de prendre de l'ayahuasca. Normalement, ok, on parle de l'origine. Donc, est-ce qu'on pourrait commencer aujourd'hui en se disant, mais quelle chance j'ai. Tu vois, tu te réveilles le matin, tu prends ton thé, ton café, ton verre d'eau, tu regardes la lumière par la fenêtre. Mais quelle chance tu as. Merci mon corps, merci toutes les bactéries qui sont dedans, merci le soleil, merci vous les autres êtres humains. Tu vois. Pour moi, c'est ça le changement auquel on doit procéder, et c'est ça qui fait qu'on va récupérer notre souveraineté. Et donc, je reviens à ta question, Tamara, c'est que c'est vrai que des fois, c'est un peu désespérant. Moi, en tout cas, je ressens des fois du désespoir quand je vois les jeunes générations qui sont les prochains sur la Terre, quoi, et que je vois la stupidité, l'abrutissement total dans lequel ils sont élevés, la nourriture qui les rend complètement abrutis. C'est effrayant, les problèmes hormonaux, les problèmes de glycémie, les ravages du sucre. Bon, on pourra en parler longtemps, mais tu vois, tout ça, c'est un peu comme déprimant et désespérant parce que tu sais très bien que leur quotient intellectuel baisse, que leur sensibilité à l'autre baisse, que leur capacité d'empathie baisse, que tout ça est fait pour, que leur cerveau est complètement disjoncté par les écrans, voilà. Et maintenant, tout ce qui les intéresse, on dirait, c'est les ongles acryliques et puis les tutos beauté. Enfin non, mais c'est effrayant. Hein. C'est effrayant. Oui. Tu sais que la préoccupation numéro 1 des filles avant 13 ans, statistiquement, c'est les skin care. Donc même les Françaises, elles disent ça, hein, c'est les skincare en français, c'est-à-dire les soins de la peau. Et donc il y a un marché qui s'ouvre, il est évalué à je sais plus combien de milliards de dollars, c'est une nouvelle tendance, les marchés s'y engouffrent. Mais quand tu passes ton enfance et ta jeunesse devant des écrans à regarder des filles se maquiller, à faire comme elles, tu te crées des expériences de vie et une sensibilité au monde. Ouais, mais c'est ce que j'allais te dire, il y a une distorsion de la réalité qui s'opère aujourd'hui plus que jamais. Ça a été linéaire sur le temps pendant un certain temps, pendant peut-être 18 siècles, mais après, il y a eu l'ère industrielle et on vit actuellement l'ère moderne. Et cette transformation, cette transmutation des mœurs, cette révolution technologique a un impact conséquent. On passe par la digitalisation, donc le fait d'être par écran interposé un petit peu partout. Je pense qu'aussi les jeunes filles de 13 ans rêvent d'être influenceuses également sur TikTok ou Instagram. Ça passe par des biais cognitifs qui sont souvent superficiels. Et effectivement, est-ce qu'on n'est pas à une époque spéciale puisque pendant 18 siècles, on avait plus l'occasion d'être connecté au divin, à la nature, à cette reconnaissance, à cette gratitude. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas plus compliqué quand tout va vite à l'heure où on a des jeux qui sont sous réalité virtuelle et qui nous permettent une immersion totale? On a évoqué le métaverse, tu parles beaucoup d'actualité. Est-ce que cette période ne nous enclave pas encore plus dans ce biais? Oui, je pense que les portes sont en train de se refermer. Ouais. Je pense que nous vivons une fin de cycle et que, encore une fois, l'histoire n'a pas démarré hier. Et que nous vivons les conséquences des choix collectifs qu'ont opéré nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos dirigeants passés. Je pense que
Jésus a dit « Malheur à vous les prêtres qui non seulement aviez les clés et vous n'êtes pas entrés, mais en plus vous avez empêché les autres d'entrer. » Je pense que on se prend en pleine poire les conséquences d'un christianisme qui a été complètement abusé et qui s'est transformé progressivement en instrument politico-économique, alors qu'il contenait des enseignements qui auraient pu amener les êtres vers l'autonomie et la souveraineté. Voilà, on se prend les résultats de tout ça, mais on ne naît pas de rien, on apparaît dedans, on apparaît dans une histoire. C'est important de se le redire, tu vois. On apparaît dans une histoire, on est dans un cadre. Oui, je pense que c'est difficile, je pense que c'est compliqué, et en même temps, nous avons une liberté que nous n'avons jamais eue, parce que mon grand-père, il était catholique, on lui a pas posé la question, et c'était hors de question de pas être catholique. Mon autre grand-père, un de mes autres grands-pères, était anticlérical. Et donc, il achetait une revue anticléricale en cachette parce qu'à l'époque, questionner l'Église catholique en France, c'était risqué de perdre sa clientèle, d'être mal vu par les voisins, d'être ostracisé, tu vois. Et aujourd'hui, mais on s'en tape le coquillard, tu vois. On va sur YouTube, on regarde ce qu'on veut, on va sur Internet, on suit les formations qu'on veut, on croit ce qu'on veut, il y en a qui disent que la Terre est plate. Enfin, on peut dire tout ce qu'on veut aujourd'hui. Bon, voilà, je veux dire, au pire, on te traite de complotiste, mais si tu aimes faire ça, tu t'en fous complètement. Donc, les choix de vie que j'ai fait moi depuis que je suis très jeune, je pense que je n'aurais pas pu les faire à d'autres époques. Vraiment, j'aurais été beaucoup plus cadenassé. Alors ça, c'est pas forcément simple, hein, vous savez, même se soigner différemment, c'est pas forcément simple aujourd'hui. Mais quand même, on vit parallèlement à cette situation qui empire, je trouve. On vit une opportunité de dingue. C'est un peu comme si, moi, ça me fait un peu penser à des situations catastrophiques où tout d'un coup, si tu veux, il y a de moins en moins de cadres et donc tu peux faire un peu ce que tu veux. Tu vois, les Américains, ils ont connu ça au 19e siècle. Il y a eu cette conquête de l'Ouest. Tu prenais ton chariot, tu partais à l'Ouest et tu pouvais vivre ta vie littéralement, tuer quelqu'un au bord du chemin. Tu as une espèce de fonte du cadre qui fait que tu peux vivre plein d'autres choses et que plein d'autres choses sont possibles. Donc, les deux sont en parallèle. J'aimerais qu'on revienne un petit peu, tu vois, dans ce que tu évoquais juste précédemment, ça me fait penser justement à cette philosophie, ce regard que tu nous invites à porter sur la notion de permanence ou d'impermanence. Effectivement, on le sait, on le sent, on est dans un monde qui est en train de s'effondrer. Alors, je crois qu'on partage tous les deux cette même philosophie de dire « ouais, c'est pas un mal que ça s'effondre, que ça se termine, on n'en veut pas de ce monde-là ». Et finalement, dans ce tumulte, dans ce mouvement permanent à l'extérieur, tu parlais des ongles, des modes, cette civilisation, elle n'a vécu que des modes différents, des distractions différentes, des événements différents. Et je trouve très inspirant cette invitation que tu nous portes à regarder plutôt ce qui est permanent, ce qui est silencieux, ce qui est sans mouvement. Est-ce que tu veux bien nous dérouler un petit peu cette pensée-là, ce regard-là? Je pense que ça peut être très salvateur pour beaucoup de personnes qui sont emportées justement dans l'écume de la vague et qui sont ballottées d'une pensée à une autre, d'une croyance à une autre, d'une mode à une autre. Cette invitation à retrouver un petit peu justement ce silence, ce centre. Pour moi, c'est fondamental dans l'enseignement essénien et c'est très intéressant de voir on a déjà vécu ça, plein d'humains l'ont vécu dans plein de circonstances à plein d'époques. Mais je prends comme référence, par exemple, l'époque de Jésus, si tu veux, où Jésus était un être de permanence et tout le monde venait vers lui avec de l'impermanence en lui disant « Regarde aujourd'hui, hier, regarde ce qui s'est passé à Jérusalem, regarde ce que les soldats romains ont fait, regarde ce que les prêtres usurpés du temple ont dit. » Il voulait sans arrêt l'inonder, le submerger de scandales, tu vois, de choses urgentes. Et aujourd'hui, on a ça. Je suis depuis pas longtemps sur l'ancien Twitter, X, puisque Elon Musk a rétabli une très grande liberté de parole par rapport à l'ancienne formule. Et si tu veux, il y a tout cet aspect un peu de place publique. Et on voit beaucoup d'êtres qui vivent dans l'urgence permanente, alerte, info, tu vois. Et en plus, il y a une espèce de course pour attirer l'attention, pour capturer ton œil, si tu veux. Il y a une course à l'horreur, au choc, à la violence. Je sais pas qu'est-ce que j'ai vu passer l'autre jour, mais je me suis dit, mais qui clique là-dessus? Voilà, on a retrouvé des enfants qui ont été victimes d'un trafic de pédophiles, on les a retrouvés. Et j'ai même pas envie de cliquer dessus, si tu veux. C'est complètement dingue. Et alors, t'as des espèces de petites lumières. Cette curiosité morbide exacerbée un petit peu partout. C'est le culte Eros et Thanatos. Oui, tout à fait.
si tu veux, à l'époque de Jésus, il y avait vraiment ça parce que on avait le sentiment de vivre dans la fin du monde. Il y avait le Messie qui devait arriver, on se demandait où il était, qui il était, mais on savait dans nos prophéties esséniennes qu'il allait arriver à ce moment-là. On voyait des choses qui se passaient au niveau politique, gouvernemental, complètement d'une corruption générale. Il y avait un effondrement de la religion totale parce que les prêtres étaient complètement corrompus et faux. Ils jouaient la comédie. Et si tu veux, beaucoup de qu'on appelle des Esséniens, c'était des êtres qui vivaient une intériorité de leur religion. Et donc, ils étaient un petit peu comme en dessous de l'eau, tu vois, la surface, t'as l'espèce de remous, et quand tu veux descendre un peu plus dans la profondeur des choses, tu quittes le mouvement. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement, mais ça veut dire que c'est beaucoup plus lent et beaucoup plus long. Tu es dans un temps long. Et là, tu peux percevoir vraiment les courants, les causes, les conséquences. Parce que si tu restes à la surface, une petite brise passe et hop, elle provoque un remous qui le lendemain est déjà fini. Tu sais ce que c'est les actus sur justement sur Twitter, X et tout ça, ou même à la télé. Je regarde pas la télé depuis 30 ans, mais tu vois, c'est toujours les titres de presse, tu vois, le nouveau scandale et le nouveau gouvernement, la nouvelle petite phrase. Mais ça, c'est vraiment juste de la surface. Et chercher à se repérer et chercher le réel dans espèce de déferlement permanent d'informations, c'est normal parce que naturellement, nous sommes faits pour nous repérer dans notre environnement et savoir où nous sommes, où est le danger, où est-ce que je peux poser mon pied et où c'est solide, où est-ce qu'il peut y avoir un trou. Donc, cette vigilance à l'extérieur, elle est naturelle chez l'homme, elle est même vitale. C'est ce qui fait qu'on existe toujours aujourd'hui. On fait attention à notre environnement et on veut guetter le danger. Si tu veux, ce domaine, cette partie de nous, elle est utilisée pour une espèce d'hyper... on est en état de sidération, ça a déjà été dit, je trouve que c'est vrai, on est en état de sidération devant une actualité qui n'arrête pas de changer. Et je trouve que beaucoup d'êtres, quand ils s'éveillent au fait que le monde est un peu comme un théâtre, que les choses ne sont pas exactement comme on nous les a dit, qu'il y a des dimensions intérieures à l'être humain dont on ne nous avait pas parlé, qu'il y a des causes à effet qui ne nous ont pas été transmises, etc. Quand tu t'éveilles à tout ça, en fait, c'est un peu comme si tu tires un rideau et que tu découvres toute une nouvelle dimension. Et donc, ça peut te donner un peu l'envie d'explorer, de découvrir. Et je trouve qu'il y en a beaucoup qui vivent cette étape de surabondance d'informations et de changement permanent. Il faut absolument l'équilibrer par la citation de l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il faut toujours équilibrer notre démarche. Et c'est pour ça que dans les pratiques esséniennes, si tu veux, la reliance à la nature et de rechercher le divin dans la nature, c'est fondamental parce que tout d'un coup, tu regardes une chose qui est permanente. Tu vois, ici au jardin de l'Olivier en Grèce, on a une pratique tous les matins, c'est le rituel de la première lumière où on s'assoit donc dans la nature. En plus, devant un paysage grandiose, ça rajoute. Et on attend que le soleil se lève le matin. Parce que tu veux te dire, je n'ai jamais vu le soleil se lever. Je veux m'entraîner à faire comme si j'avais jamais vu. Et là, tu rentres dans quelque chose d'éternel. Et tu vois, les Égyptiens disaient, si Pharaon ne fait pas les rites du soleil levant, eh bien, le soleil ne se lèvera pas. Alors nous, on arrive avec nos gros sabots de matérialistes en disant, les Égyptiens étaient complètement abrutis. Regarde, on fait pas le rite et le soleil se lève pas. Oui, mais si toi, tu ne regardes pas le soleil se lever et que tu ne fais pas se lever le soleil aussi à l'intérieur de toi, il ne s'est pas levé. C'est pas grave, tu le feras demain. Mais tu vois, c'est de reprendre ta place dans le monde. Et j'adore cette phrase. Tu vois, j'ai lu récemment les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar et à un moment, elle fait dire à Adrien, mais c'est des idées que c'est pétri, si tu veux, de philosophie antique, de Platon et tout ça. Elle fait dire à Adrien, je me sentais responsable de la beauté du monde. Et si tu veux, c'est parfaitement dit. C'est une parfaite formulation parce que si tu es responsable, bien, tu arrêtes un peu de regarder peut-être à l'extérieur et tu te recentres sur toi et tu sais que tu peux participer au monde. Et donc, t'exposer en permanence à l'horreur, au dégoût, à la dégradation, à la nullité absolue. Franchement, c'est d'une nullité, les actus et puis tous ces gens-là qui se croient des gouvernants, mais ça fait peur. Ouais. Donc, au bout d'un moment, tu te rends compte que si tu veux participer à la beauté du monde, tu ne peux pas non plus trop t'intéresser et t'enfoncer dans cette espèce de fosse sceptique qu'on appelle les actualités. Et tu vois, j'ai une technique pour ça. Je vous donne un petit truc. Moi, je suis un passionné d'histoire et du passé, justement pour essayer de percevoir la permanence des choses. À travers ce qui semble être un changement et une succession, moi, je cherche toujours les fils, tu vois, les constantes. Depuis que je suis enfant, je suis comme ça.
Et j'ai une technique, c'est que je me projette dans le passé et je me dis, OK, si je vivais cette situation dans le passé, et aujourd'hui, je vais voir une médium, une voyante, quelqu'un qui fait des lectures des vies antérieures et tout ça, et qui me disait, OK, Guillaume, je te vois à l'époque de la décadence totale de l'Empire romain, tu étais à Rome. Ah oui, et qu'est-ce que je faisais pendant que le monde s'effondrait? Eh bien, tu étais sur la place publique en train de dénoncer les coucheries du consul machin et les mensonges du député ceci et les conflits d'intérêts entre un laboratoire et puis tel homme politique dans le palais de César. Et moi, je me dirais, mais quelle andouille! Quelle andouille! C'est tout ce que tu as trouvé à faire alors que le monde s'effondrait. Comment est-ce que tu as vécu ça? Tu pensais vraiment que tu allais éviter l'inévitable, que tu allais empêcher un système aussi structurellement malsain et pervers que l'Empire romain, tu voulais l'empêcher de s'effondrer en pensant que dénoncer des conflits d'intérêts avec un labo allait éveiller les gens. Et après, qu'est-ce que j'ai vécu du coup après? Ah bah écoute, vu que face au chaos, au désordre et à la décomposition, tu t'es agité et tu n'as fait que regarder cette décomposition et la dénoncer, eh bien, tu t'es transformé en dénonciateur professionnel. Tu vois, qu'est-ce que tu as cultivé à l'intérieur de toi au moment où plein d'êtres au gouvernement faisaient des choses inacceptables? Eh bien, tu n'as fait que les regarder eux, et du coup, ils sont rentrés à l'intérieur de toi sous une forme d'image qui te hante. Et dans tes vies suivantes, tu n'as fait que reproduire ce schéma, de te retrouver dans des situations avec des gens corrompus et malhonnêtes, et tu cherchais les corrompus et les malhonnêtes pour les dénoncer. Parce que dans le fond, c'est la programmation que tu avais engrammée pendant cette période de la vie. Et bien moi, je me dirais, quelle andouille. Je me dirais, pourquoi je me suis pas juste tiré de Rome, je me suis barré. Pour profiter de la vie. Dans une région, tu vois, où il y avait beaucoup moins de présence des soldats, de l'Empire, de la structure. Une région beaucoup plus naturelle, où on adorait encore les dieux de la nature, on était encore beaucoup plus dans le réel, genre en Gaule, un petit paradis sur Terre. Pourquoi t'as pas fait ça? Et du coup, ton intérêt en tant qu'âme, ça aurait été de te relier au réel, pour préparer le futur. Parce que le monde va de plus en plus dans l'artificiel. Toi, enracine-toi d'autant plus dans le naturel. Tu sais qu'il y a une vague qui arrive. Ça sert à rien de t'exciter. Prépare-toi. Donc, comment se préparer à l'artificiel en cultivant le naturel et sa reliance au naturel. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Une citation d'un étrange poème, La table d'émeraude, du livre des secrets de la création, attribué en premier lieu à Hermès de Trismégiste, puis finalement à Apollinius de Tyane. Cette phrase résonne en chacun de nous, mais elle est pas pour autant entendue, dans son sens profond, tout au moins. Fait-elle référence au regard essénien, à ce fameux contact avec notre partie immortelle, à cette liaison subtile entre la manière dont nous vivons ici-bas et la manière dont nous vivrons de retour dans l'au-delà? Alors, il faut quand même finir la phrase pour les merveilles de l'accomplissement de la chose unique. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour les merveilles de l'accomplissement de la chose unique. Oui. C'est important, pourquoi? Parce que sinon, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ça peut se transformer en petit proverbe pour bien vivre. C'est-à-dire, oui, Tamara, toi, tu as des belles idées, mais concrètement, dans la pratique, il faut que ce soit comme en bas, tu vois. Ça serait comme un petit truc dans notre vie quotidienne, de nous dire, bon, il suffit pas de rêver, il faut aussi agir. Ce qui est déjà génial, c'est une sagesse de la vie. Ok, ça fait du sens. Pour les merveilles de l'accomplissement de la chose unique, ça a été fait exprès que ce soit écrit de manière un peu comme ça, étrange. Ça dérange le mental. Tu vois, c'est un petit peu étrange comme formulation, c'est pas évident. C'est pas pour du prêt-à-penser, c'est un petit peu surprenant, tu vois. Quelle est cette chose unique en toi, à l'intérieur de toi, Rudy? Où est-ce que est cette chose unique? Tu vois, c'est fait pour te faire te poser la question. Et quel est l'accomplissement de ces choses uniques? Parce que si ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ça veut dire, toi, ce que aujourd'hui tu professes comme idée, eh bien, il faut le faire. D'accord. Oui, mais ce que tu dis aujourd'hui, et ce que tu dis l'année prochaine, et ce que tu disais il y a 5 ans, c'est pas toujours les mêmes choses. Ça change. L'humain évolue, nous changeons, nous nous transformons. C'est une réalité. Les merveilles de l'accomplissement de la chose unique, c'est plutôt de dire, n'oublie pas qu'il y a une réalité profonde. Tu vois, comme on disait tout à l'heure, Tamara, d'aller plus chercher dans les choses au-delà de espèce d'impermanence, tu vois. D'aller chercher dans la permanence. Il y a aussi, oui, il y a une impermanence dans ta vie. Je veux dire, le corps en est le premier témoin. À nos âges, on commence à le voir, hein, Tamara, ça y est, la fête est finie. Oh, il nous reste encore un peu de non, on ne maturité. va pas le dire comme ça. Chaque âge a ses plaisirs.
Donc, on a une dimension impermanente qu'on accueille et avec laquelle on vit et dont il faut vraiment apprécier chaque instant. Mais pour être complet, il faut absolument aussi vivre avec cette partie beaucoup plus permanente et beaucoup plus constante. Et il faut la chercher. Et c'est la chose unique. Parce que ce qui est multiple est impermanent. Ce qui est unique, et il n'y a que dans l'unicité qu'il y a la permanence. C'est aussi un grand initié de l'époque de Platon, Empédocle. C'est dommage, tu vois. C'est des grands maîtres de notre tradition occidentale européenne qu'on devrait tous connaître par cœur et tous adorer. Il y enseignait la dualité, l'unité, tout ça. Et donc, il disait que si tu vas à partir du moment où une chose a été composée, elle est nécessairement impermanente parce qu'à un moment donné, elle va devoir se défaire. Donc, tu vois, il faut le savoir et l'intégrer. Et donc, ce qui n'est pas composé dure toujours. Qu'est-ce qui, à l'intérieur de nous, n'est pas composé? C'est donc pas mon éducation, c'est pas mon tempérament, puisque je suis né aujourd'hui par exemple, on peut prendre la carte du ciel de notre naissance. Tu vois, je suis né avec des conditions, avec un code génétique. Tout ça est impermanent. Où est la permanence à l'intérieur de moi? Il faut absolument la trouver pour avoir une chance de faire quelque chose de sa vie. Donc, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça veut dire, essaye d'être cohérent dans ta vie, de ne pas parler, de ne pas penser, rêver des idéaux que tu ne vis pas. D'accord. Mais pour les merveilles de l'accomplissement, ça veut dire, cherche à faire cette vie juste, cette vie sage, où tu mets en pratique ce que tu prêches, essaye de le faire pour accomplir cette unité, cette chose unique que tu portes à l'intérieur de toi et qui est au-delà, cette permanence, pour essayer d'accomplir la permanence. Nous pouvons unir le ciel et la terre, nous pouvons toucher la terre avec une immortalité. C'est le grand message, normalement, c'était le grand message de Jésus. Je suis pas sûr qu'il était vraiment toujours bien compris, mais c'est ça que nous devons chercher. Sans quoi notre vie va être simplement... tu vois, d'être une bonne personne, de faire ce qui nous semble juste en permanence. Mais il va manquer l'élément de la chose unique. Donc, ces grands préceptes de sagesse de notre tradition antique sont fondamentaux. Moi, je regrette de ne pas avoir appris ça à l'école. Notre équipe de rédaction, elle te suit assidûment. Je dois avouer qu'on est vraiment heureux de te recevoir pour une première fois sur notre plateforme. Quand j'ai annoncé ta venue, une des membres de l'équipe que l'on salue au passage s'est exclamée directement en disant « Guilhem, il nous rappelle à notre fonction première, spiritualiser la matière ». Qu'est-ce que veut dire cette phrase et es-tu d'accord avec cela, Guilhem ? Alors, tu vois, c'est un sujet pour moi ces temps-ci, c'est que j'ai de plus en plus de mal avec le mot spirituel et spiritualité. Ah, c'est galvaudé, un petit peu, beaucoup. Voilà, et tu vois, il y a déjà longtemps, j'étais vraiment encore ado et je marchais dans la rue, je me souviens très bien, et je me suis dit, mais je suis pas forcément spirituel, en fait. Qui m'a dit que j'étais spirituel? Et d'ailleurs, pourquoi on dit spirituel? Si on dit spirituel, c'est donc nécessairement par opposition à matériel. On va toujours définir une chose par rapport à l'autre. Je me suis dit, mais dans le fond, c'est parce que tu vois, moi, j'étais encore jeune et je devais me battre pour exister. Je devais me justifier de mes choix de vie et je devais dire pourquoi je vivais. C'était pénible. Je devais sans arrêt me justifier. Et je trouvais ça pénible parce que je voyais tellement le néant de ce monde. Tu sais, les adultes voulaient absolument que j'aille dans ce monde, que je devienne un adulte fonctionnel, que je participe à la société, que je fasse mes études, que j'ai mon diplôme, que je gagne de l'argent. Bon, tu vois, un truc classique, c'est banal. Hein. Oui. Mais moi, si tu veux, je voyais tellement toutes les choses dysfonctionnelles et même l'absence de bonheur des adultes autour de moi que, tu vois, et je me suis dit, mais dans le fond, pourquoi je serais spirituel? Dans le fond, moi, je suis juste moi. Je suis normal, je suis un être complet. C'est eux qui sont dans un excès de matérialisme et une absence de vie intérieure qui fait que ils qualifient les gens comme moi de spirituels. Mais moi, je me sens pas spirituel. Je suis aussi matérialiste et matériel. C'est très important, la matière. Pour que ce qui est en haut soit comme ce qui est en bas. Donc, je me suis dit non, c'est pas un qualificatif que j'apprécie. Par contre, que ceux qui manquent de vie intérieure disent qu'il y a des gens spirituels, je comprends de leur point de vue, ça leur semble spirituel, ça leur semble abstrait, ça leur semble inaccessible. Mais c'est eux qui ont un problème. Moi, je pense que c'est simplement une présence de la vie intérieure qui rend tout vivant. Jésus a dit, je suis venu vous apporter la vie et que vous l'ayez en abondance. Donc, de deux choses l'une. Soit il était mytho et il lui manquait des cases, il était bas du caisson, si tu veux, parce que s'il m'avait dit ça à moi à l'époque, imagine-toi, hein, Rudy, t'es assis avec Jésus, on est là, on mange un cassoulet et tout d'un coup, il dit, mais moi, je suis venu pour que vous ayez la vie. Toi, tu vas rigoler, tu vas dire, non, mais ça va, hein, tu vis, allô?
Je suis vivant, oui. Je suis là, j'existe. Pourquoi tu me dis, je suis venu pour que vous ayez la vie? Tu te prends tellement pour le centre du monde que tu penses qu'on a besoin de toi pour être vivant. Mais va voir un psy, hein. Non, mais c'est de la mégalomanie grave. Je suis venu pour que vous ayez la vie. On est vivant. Donc soit, voilà, c'était le mégalo du millénaire, soit il voulait dire autre chose. Mais de quoi parlait-il? De quelle vie? Et ça, c'est très facile parce que je pense que tous ceux qui nous écoutent ont partagé cette sensation des fois, c'est du manque de vie dans la vie. C'est-à-dire que tu te retrouves à vivre une situation avec ta famille, ou dans la nature, tu es en randonnée, et tu te rends compte que tu n'arrives pas vraiment à ressentir le moment, à ressentir ce qui se passe, que tu n'en prends pas toute la mesure, que ça ne te touche pas autant que ça devrait te toucher. Et du coup, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'artistes, tu as besoin de poètes, tu as besoin d'écrivains, tu as besoin de peintres, tu as besoin de films, de gens qui ont une sensibilité artistique plus forte, donc une vie intérieure plus forte, et qui vont augmenter la saveur du moment. Tu vois, tu vas lire des poèmes et tu vas dire, oh la vache, le poète là, il est juste en train de marcher dans la nature et il est en train de me décrire un truc de dingue alors qu'il est juste, je sais pas moi, dans une forêt à côté de chez lui en train de marcher. C'est un truc qui est relativement banal. Mais comment se fait-il qu'il arrive à m'en donner une saveur plus grande? Ça veut dire qu'il goûte la vie plus fort que toi. Et donc, moi, je pense que c'est ce que voulait dire Jésus quand il dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie », c'est-à-dire une sensibilité à la vie qui augmente votre vie à l'intérieur. Maintenant, si ça, c'est spirituel pour des matérialistes, écoute, c'est que les matérialistes manquent de vie ou tuent la vie ou diminuent la vie. Pourquoi? Mais puis parce que beaucoup de choses qu'ils font, si tu as une vraie sensibilité à la vie, tu ne l'acceptes pas. Moi, plein de choses que je vois se passer dans le monde, je ne l'accepte pas. Tu sais, quand il y avait le premier confinement, Covid, tout ce délire, j'étais au Québec. Tu vois, moi, j'ai élevé 5 enfants et aucun de mes enfants n'est allé à l'école. Et ils sont tous très bien éduqués. Et tu vois, pendant les trucs de Covid, je suis passé devant une école. Et donc, la cour de récréation, elle est grillagée. C'est un grillage ouvert jusqu'en bas, donc on voit très bien les enfants. Et ils étaient tous, chacun assis dans un rond sur le sol, en distanciation. Ah, c'était triste, c'était horrible. Et oui, mais si tu veux, moi, je ne l'accepte pas, ça. Oui, non, on ne peut pas l'accepter. Et oui, et non, je ne peux pas. Et je ne veux pas l'accepter. Et c'est là qu'il faut être malin, si tu veux. Tu te dis, OK, les matérialistes sont en train de dévitaliser les humains en leur faisant accepter l'inacceptable pour autre chose. Il y a un plan, si tu veux, il y a un but. C'est que, et on le voit depuis longtemps, mais avec la révolution industrielle, c'est devenu flagrant, si tu veux, c'est que leur mantra, c'est « nul n'est irremplaçable ». Ça veut dire oui, non, mais Tamara, je t'explique, tu es juste un rouage dans une machine, on te change demain, donc tu la fermes, tu acceptes n'importe quelle condition qu'on t'impose, tu te la boucles et tu supportes, parce que si t'es pas contente, on te jette et on en met une autre à ta place, parce que nul n'est irremplaçable. Tu n'es pas irremplaçable, dans le fond, tu n'as rien de spécial. Tu vois, c'est le discours, l'espèce de mantra pour moi de ce monde matérialiste, c'est ça. Moi, je veux lutter avec intelligence contre ça. Donc, écoute, si je suis spirituel, écoute, peut-être, mais c'est le terme qui est devenu tellement galvaudé. Oui, mais je l'emploie moi-même parce que il faut bien qu'on se comprenne. Mais quand même, n'abandonnons pas la matière au matérialisme. On va y venir. Il y a des questions qui sont en lien avec ça. Alors moi, j'aurais bien aimé qu'on refasse ce lien, je me fais profane volontairement, entre le divin en nous et la nature. Dans ton dernier ouvrage, Guérison par les 4 éléments, tu reprends justement cette notion de roue de la médecine sacrée. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure, un retour à soi, un retour aux choses naturelles, aux choses permanentes. Et si on faisait un petit focus, si tu veux bien, sur la nature avec un grand N et en quoi elle peut être source d'inspiration et présente en nous, comme dans le tout. Est-ce que tu veux bien nous éclairer un petit peu là-dessus? C'est très étrange aujourd'hui, on arrive à une époque où l'homme ne vit tellement plus dans le réel. Et d'ailleurs, ce mot, c'est intéressant. Regardez le mot nature à partir de quand il apparaît. Mais pendant très longtemps, il n'y a aucun mot pour dire nature. Ça n'existe pas. On désigne un arbre, une roche, une rivière, un animal, mais il n'y a pas un mot pour dire la nature. C'est intéressant parce que ça veut dire que les humains n'avaient pas besoin ou la perception de nommer cette espèce d'ensemble de choses. Ça veut dire qu'à partir du moment où les humains commencent à dire la nature, en fait, c'est qu'ils en sont définitivement sortis dans leur sensibilité et ils se perçoivent comme étrangers à la nature. Ils ne font pas partie de la nature, ils sont autre chose.
Après, il faudra attendre vraiment la biologie et tout ça pour se dire finalement l'homme est un animal, l'homme est une créature, l'homme est un ensemble de cellules, finalement comme les autres. Mais quelque part, ça n'a pas réglé le problème, ça n'a pas guéri cette blessure. Et je pense que fondamentalement, les humains se considèrent comme complètement en dehors de la nature, parce qu'effectivement, ils vivent de plus en plus en dehors de la nature. Le messager de cette réalité, c'est notre corps. Et donc, j'aime beaucoup toutes les approches psychocorporelles. Il y en a de nombreuses qui existent, qui sont très intéressantes, variées, très, très différentes. On en pratique beaucoup dans l'enseignement essénien. On a aussi beaucoup de mouvements conscients. On pratique énormément ça. Parce que il faut comme renouer le dialogue, réapprendre à parler avec, réapprendre à considérer, réapprendre à penser notre corps, parce que c'est, dans le fond, la partie de nous-mêmes. Si tu y penses bien, Tamara, la seule partie de toi dont tu peux être sûr qu'elle vient du réel, qu'elle a été créée par le divin, c'est ton corps. Après, ta personnalité, ton tempérament, la façon dont c'est discutable. Après, ça pose tout un tas de questions. Voilà, c'est pas envie de tuer ton voisin. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a mis ce désir à l'intérieur de toi? Tout ça. On peut plus en douter, tu vois, on peut plus discuter. Mais ton corps, il est vraiment issu d'une lignée ininterrompue. Et d'ailleurs, je pense que les scientifiques du monde entier travaillent dur pour essayer de absolument créer des corps. C'est leur grand fantasme. C'est de pouvoir créer la vie. Mais pour l'instant, personne n'a réussi. On s'approche. On a le clone, on a le code génétique. Bon, tu vois, on s'approche de ce fantasme. Mais dans le fond, ton corps, c'est la seule partie qui a été créée par la réalité et qui est en droite ligne de la création des temps. On va dire à l'origine des temps. Si tu remontes à l'origine de ton corps. Ton corps physique, c'est le témoin direct, l'héritier direct de cette filiation ininterrompue qui vient du Créateur. C'est pour ça que dans la Bible, on dit Dieu a créé l'homme à son image et tout ça. Il a assemblé de la terre, de l'eau, il a soufflé dans les narines, tout ça. Il a créé l'homme. C'est parce que vraiment, notre corps est une création naturelle. Moins nous sommes en contact avec la nature, plus nous développons un fantasme de la nature. Plus nous allons voir des documentaires sur la nature, plus nous aurons besoin d'émissions, d'explications. Et je pense qu'il faut absolument revenir au contact de la nature avec des pratiques tout à fait simples et réelles. Alors je comprends que quand on vit dans une zone urbaine, c'est un peu un idéal, un rêve, mais il faut se donner des moments où on peut pratiquer ça, où on peut prendre du temps pour soi. Pour ça, il faut absolument retourner régulièrement dans la nature, passer une journée, marcher, pique-niquer, faire une retraite. Alors après, il y a des méthodes particulières que nous, on pratique dans notre tradition, mais il y en a plein. Il y a plein de méthodes qui existent et qui visent à ça, mais c'est très important. Alors après, il y a une correspondance subtile parce que tu vois, les 4 éléments sont l'essence de la nature, ce par quoi la nature entière est faite. Mais c'est pas nécessairement uniquement les éléments physiques, c'est à l'intérieur de toi. En fait, dans ton être, ce que nous on appelle moi, ma personnalité, en fait, elle aussi, elle est constituée d'éléments qui sont rassemblés. Et là, bien sûr, tu retrouves avec effarement les anciennes traditions de la médecine d'Hippocrate avec les 4 humeurs et tout ça. Et tu te rends compte que, oui, la chaleur, le mouvement, le froid, le sec, le chaud, tout ça là, c'est constitutif de tout. Et donc, c'est très intéressant d'envisager notre personnalité, non pas dans des mots. Tu vois, par exemple, la technique de l'énéagramme. Peut-être qu'il y en a parmi ceux qui nous écoutent qui connaissent. Donc, tu as une description avec 9 mots qui, quand ils sont en interaction, peuvent décrire l'ensemble de nos personnalités. Ou, je sais pas moi, on va parler de la jalousie, la bienveillance, la patience. On utilise des qualificatifs pour nous décrire. Toi, Tamara, t'es plutôt ce genre de personne. Toi, Rudy, tu as plutôt telle qualité, telle tendance. Voilà. On utilise des mots. Alors que quand on revient aux éléments, on retourne vraiment à l'origine naturelle. Et ces 4 éléments mélangés ensemble peuvent constituer tout un tas de panels. Par exemple, en astrologie, tu as le premier feu, c'est le bélier. Et après, tu as le deuxième feu, c'est le lion. Chaque élément est 3 fois à l'intérieur de nous. 3 fois 4, ça fait les 12 signes du zodiaque. Déjà ça, en te disant que chaque élément peut être plus dans un aspect de pensée, plus dans un aspect de cœur, plus dans un aspect de mouvement de désir, tu imagines les combinaisons que tu peux faire. C'est complètement fascinant. Et de te dire, OK, oui, il y a ça, mais ces éléments, ils ont une nature aussi, ils ont été créés au commencement des temps. Et peut-être qu'en s'en rapprochant, on peut remonter à l'origine de beaucoup de problématiques à l'intérieur de nous. Donc, au lieu de partir des problématiques complexes dans lesquelles on est complètement engoncé, on est enfoncé là-dedans comme dans un labyrinthe, on essaye de prendre du recul et de simplifier au maximum. Et quand tu simplifies au maximum la création, tu arrives à 4.
Oui, voire 5, et on y reviendra tout à l'heure en présentant ton ouvrage en fin d'émission. On a des questions au niveau de la rédaction en interne. Mélodie, ici présente sur le Standard, qui nous disait « Tout est cyclique, mais à la fois ce tout représente la vie et ainsi le principe même d'évolution. » Alors les enseignements de l'école des mystères tels qu'ils étaient enseignés en Égypte relèvent-ils bel et bien d'un savoir que nous sommes tous voués à reconnaître tôt ou tard? Ou bien existera-t-il toujours cet équilibre avec ce qui relève du non-vivant, de ce qui est fixé, défini et contre-évolutif? Tu vois, ça nous amène directement aux raisons profondes des initiations, des religions, des mystiques, de l'ésotérisme, des pratiques, de l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler la vie philosophique, mystique, religieuse, spirituelle de l'humanité, l'ensemble. Parce que tu vois, je vais emmener un groupe en Égypte là au mois de, je sais plus, avril-mai, je me rappelle plus, et ce qu'il faut comprendre, c'est que les Égyptiens s'inscrivaient dans un temps long. Bon, en Égypte aussi, il y avait des hommes politiques qui avaient des agendas beaucoup plus urgents et pressants, mais les initiés dans les temples vivaient dans un temps très long. Et eux, ils vivaient dans un temps tellement long qu'ils préparaient des âmes à leur prochaine vie et aux défis qu'ils allaient rencontrer. Et si tu veux, dans le fond, ces défis peuvent être résumés à une seule chose, c'est qui tu es. Et qu'est-ce que c'est l'être? Parce que l'homme, il a cette capacité à être ce qu'il n'est pas vraiment. On le sait tous, hein, je pense que tout le monde sera d'accord avec nous pour dire qu'à des moments de notre vie, nous avons vécu une tranche de vie. Des fois, c'était une soirée, des fois, ça a été une année, des fois, ça a été 10 ans, où nous avons incarné une chose et avec le temps, nous nous sommes rendus compte que nous n'étions pas réellement cela. Et que finalement, même nous l'étions pas du tout. Et même que nous avions envie de ne plus jamais l'être. Parce que c'était pas nous. Nous n'étions pas nous-mêmes dans cette situation. L'homme a cette capacité d'incarner quelque chose de complètement transitoire. Il est vraiment un espèce de catalyseur. Il a une nature comme ça, à catalyser des mondes subtils. Regarde, je sais pas, moi, on a vu des manifestations, tu as des gens qui représentent les gouvernements et qui vont tabasser à la matraque des manifestants, leur crever des yeux, leur arracher des mains avec des bombes et tout ça. On a vu ça, hein. Le gars qui fait ça, alors maintenant, avec la parité, c'est formidable, hein. Il y a aussi des femmes qui tabassent des manifestants et qui crèvent des yeux. C'est un grand progrès du 21e siècle, vraiment. Qu'est-ce qu'on est fiers, c'est merveilleux. Bravo. Ils rentrent chez eux le soir, ils passent chercher les gamins à la crèche, bonsoir chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et ils font un bisou, tu comprends? Ils sont des humains. Donc comment tu peux expliquer qu'un humain peut incarner, être traversé par des ordres de haine et de perversion transmis par un gouvernement, et 5 minutes après, il enlève son costume, il accroche, et puis c'est fini. Tu le croises dans la rue, il n'y a rien. Moi, tu sais, j'ai été choqué. Au tribunal, par exemple, tu vois le procureur, l'avocat, le juge qui se pourrissent, qui s'insultent, qui se tirent dans les pattes et tout. Ouais, c'est un et jeu puis à d'acteur. midi, ils mangent ensemble à la brasserie. Ouais, bien sûr. Ils s'en foutent complètement. Ils font des Ils accolades. se foutent. Mais oui, ils se foutent de toi, ils se foutent du dossier, ils s'en foutent des gens. C'est pas vrai. Ils jouent la comédie. Donc l'homme a cette capacité troublante. Ok, nous-mêmes. Donc les initiés savaient que de vie en vie, nous rencontrons des mondes entiers, des situations, des expériences de vie, des réalités. Nous allons rencontrer des réalités qui vont vouloir rentrer à l'intérieur de nous pour que nous nous identifions à elles et pour que nous devenions les gardiens de ceci, les défenseurs de cela, tu vois, pour que nous les prenions comme cause et que nous devenions leur porte-étendard, leur porte-drapeau, tu vois. Sauf que de vie en vie, ça change. Et finalement, tu peux passer des vies et des vies à vivre ces choses-là, mais qui ne sont pas toi, qui n'ont jamais été toi. Et toi, tu sais quoi? Tu n'as pas avancé d'un pouce dans ton évolution d'âme. Ça se peut. Je nuance tout de suite en disant que toutes ces expériences peut-être t'ont fait évoluer, mais elles se ramènent à une leçon. Il faudrait que tu arrives à un moment donné à te dire « Je suis écœuré de ne pas être moi et de sans arrêt me faire embaucher, entre guillemets, tu vois, me faire recruter pour défendre des causes. J'en ai ras-le-bol. À partir d'aujourd'hui, je serai qui je suis moi, ou au moins, je me mettrai en chemin pour savoir qui je suis. On me fera plus le coup de me faire adopter des causes que je vais défendre bec et ongle, qui finalement ne sont pas moi. Donc, si tu veux, toutes ces vies peuvent avoir servi à rien du tout tant que tu n'arrives pas à cette conclusion que tu veux chercher à t'incarner toi-même dans ton âme profonde. Et donc, les initiés, par exemple, dans l'Égypte ancienne, nous faisaient rencontrer des réalités et des mondes de manière subtile, dans des mondes spirituels, parce qu'ils savaient que nous allions les rencontrer dans le monde matériel.
Et aujourd'hui, si tu veux, aujourd'hui, nous vivons une fin des temps. Et tous ces mondes spirituels sont en train de prendre corps simultanément. Ils s'incarnent tous simultanément. Tous ces mondes démoniaques, tous ces mondes inhumains, tous ces mondes artificiels, tous ces mondes de destruction, d'esclavage, d'anéantissement sont en train de s'incarner tous simultanément. Et nous sommes face à ce qu'auparavant nous vivions de façon assez subtile à l'intérieur de nous. Ben là, nous l'avons sous les yeux. Et donc, c'est l'heure du choix, quelque part. Parce que quand tu as ton défi, quand tu as ta leçon incarnée devant toi, tu ne peux plus digresser, reporter, dire non, mais il y a autre chose. Non. Faut que tu choisisses. Tu veux vivre avec ou tu ne veux pas vivre avec. Est-ce que tu l'acceptes ou est-ce que tu ne l'acceptes pas? Et il n'y a pas de mauvaise réponse. Tu peux dire ce que tu veux, mais tu vas vivre avec ton choix. C'est la seule condition, si tu veux, dans l'univers. Dieu dit à l'homme, mais il n'y a pas de problème. Tu sors du jardin déjà, parce que je veux pas que tu fasses ta folie dans le jardin. Tu en sors. Et maintenant, tu vas payer les conséquences de tes choix. Tu vas vivre avec. Il n'y a pas de problème. Tu es libre. Je ne te juge pas pour ça. Guilhem, l'ancrage lié à notre monde matériel passe par la transmission d'une énergie ô combien taboue, qu'on l'on appelle l'argent. À noter qu'il existe une chape de plomb, tout ce qu'il y a de plus tenace sur ce sujet, notamment et surtout dans le domaine des thérapies alternatives. Les inquisiteurs 2.0 n'ont plus la même apparence vestimentaire, mais existent bel et bien. Ils diabolisent à tout va, vilipendent et conspuent tous ceux qui oseraient faire de l'argent en proposant des soins et ou solutions dites alternatives. Ils acceptent en revanche bien volontiers de payer leurs assurances, leur carburant, leur abonnement télévision, leur repas au restaurant, leurs taxes d'habitation, en bref, tout ce qui nourrit le système. On reconnaît en somme au boulanger la valeur qu'il apporte en fabriquant son pain, mais l'on refuse catégoriquement d'accepter qu'un médium puisse être payé sous prétexte de charlatanisme. Guilhem, jusqu'où ira-t-on dans cette folie? Jusqu'à quel moment associera-t-on la précarité et la pauvreté à ces accompagnants du nouveau monde, appelant à un retour aux sources? Ce qui me choque, c'est pas que cette matrice artificielle avec tous ces chiens de garde de médias subventionnés tape régulièrement sur des Thierry Casasnovas ou des médiums ou des hypnothérapeutes ou tout ça. Ça me choque pas parce que c'est attendu, si tu veux. Et même j'attends rien d'autre même. Mais c'est que nous, des personnes qui essayent de sortir de ce système, nous en soyons encore dans ces espèces de gros clichés qui viennent du christianisme, et le christianisme a une énorme responsabilité là-dessus, que Jésus ne faisait rien payer et que quand on fait quelque chose de vrai, on se fait pas payer. Donc, l'argent est sale, c'est caca, si tu veux. Il faut faire une psychothérapie, parce qu'on est bloqué à des stades un peu primitifs, selon moi. Ça me choque. J'ai fait une vidéo récemment sur YouTube sur les 4 principes pour sortir de la matrice, et donc il y a de la promotion en disant si vous voulez le pack complet de conférences, ça coûte tant, c'est sur mon site et tout ça. Et vous pouvez pas imaginer le nombre de messages que j'ai reçus de personnes frustrées en disant ouais, c'est que pour le fric, donc il faut payer pour sortir de la matrice, donc voilà, t'es comme les autres, t'es un gourou qui veut faire du fric et tout. Ça me choque plus parce que tant que nous vivrons avec ces vieux regards qui viennent encore une fois pour moi du christianisme et qui aiment la pauvreté, le renoncement, qui aiment ça, qui le cherchent et qui le promotionnent et qui l'encouragent, si tu veux, on va toujours associer d'être au service et d'aller vers des valeurs plus subtiles et plus belles. On va l'associer avec un renoncement à l'argent, un dépouillement et même vraiment, je le redis, je pense, une sacralisation de la pauvreté et du pauvre en général. Et je trouve ça complètement anti-naturel, anti-réel. C'est pas dans la réalité, c'est pas naturel. Et tu vois, il y a une idée qui est forte dans l'enseignement essénien, c'est de ne pas renoncer aux mots. Et c'est pas parce que, par exemple, au nom de l'amour, on a fait des horreurs, qu'on doit renoncer au mot amour. Tu vois, on ne doit pas abandonner nos territoires. L'amour, c'est un des territoires de l'humanité. C'est un des grands champs d'expérience. Et c'est pas parce que ça a été endommagé, abîmé, galvaudé, déformé, manipulé que on doit renoncer. Donc c'est pas évident. Je comprends parce que quand tu as été blessé par une chose, ton réflexe un peu premier, c'est de plus vouloir en entendre parler. Tu vois. Oh, me parlez pas d'amour, me parlez pas des hommes, ne me parlez pas de mariage, ne me parlez plus de femmes, ne me parlez plus, tu vois, parce que c'est trop dur, ça a été blessé, tu veux plus en entendre parler, c'est compréhensible. Mais t'es dans une phase tu vois, de sortir ta main du feu. C'est dans une phase, mais tu peux pas vivre comme ça. C'est complètement absurde.
moi, j'ai une équipe qui travaille avec moi. Il y a une quinzaine de personnes pour faire tout ce que je fais parce que sinon c'est impossible. Oui. Ce sont des personnes qui, pour la plupart, ont quitté des situations de vie dégradantes. Quand tu es au RSA, quand tu es nourri de subventions du gouvernement pour ne rien faire de tes journées, c'est dégradant pour un homme. Pour moi, pour une âme humaine, c'est inacceptable. Quand on t'a fait passer un diplôme d'études supérieures pour avoir un boulot juste pour correspondre à la volonté de tes parents ou à ta catégorie sociale ou pour réaliser un fantasme que tu es devenu quelqu'un de bien, alors qu'en fait, c'est pas du tout ta mission d'âme, que t'es pas épanoui, que tu souffres au travail, que ça te correspond pas, mais tu continues à le faire pour pas décevoir ta famille, pour avoir toujours ton argent, c'est dégradant parce que ça ressemble à de la prostitution. Finalement, tu renonces à toi-même et tu fais semblant de faire quelque chose que tu ne vis pas. C'est la définition un peu de la prostitution, tu vois. Donc, ces êtres-là ont quitté ces situations dégradantes pour faire quelque chose dans lequel ils croient, qu'ils aiment, et tu vois, pour créer un autre futur. Et ces gens-là, eux aussi, ils vivent et ils ont des besoins parce que pour faire tout ce qu'ils font, par exemple en technique, en vidéo et tout ça, en organisation, ils ne cultivent pas de carottes, ils sont pas fermiers. Et je trouve ça triste de voir qu'il y a des êtres pour qui c'est un critère de dire tu fais du Reiki, ah oui, mais alors si tu te fais payer, c'est que c'est faux. Oui. Alors, un autre point important de mon idée là-dessus, c'est que, puisqu'on est sur Médecine TV, donc j'imagine qu'il y a pas mal de thérapeutes qui nous écoutent, c'est que, tu vois, je suis devenu moi-même naturopathe, j'ai fait des études de naturopathie et je me suis retrouvé du jour au lendemain en consultation de 1 à 1, tu vois, en personne, en bio comme ça, voilà, en consultation avec des gens qui n'étaient pas de ma communauté essénienne et qui avaient des souffrances. Et donc, c'est la première fois que ça m'arrivait. Et si tu veux, j'ai fait énormément d'expériences, j'en ai parlé dans mon livre Le traité de médecine sacrée, pour moi des énormes manques qu'il y avait dans toutes les techniques que je voyais, alternatives, qui sont par ailleurs très bien. Mais il manquait pour moi une espèce de cadre général. Et un de ces cadres, pour moi, un de ces principes très importants, c'est l'échange. C'est-à-dire que si tu as un problème et que tu veux que je le résolve, que je t'enlève ce problème, c'est ton moteur de voiture qui démarre pas, ta connexion Internet qui fonctionne pas ou un mal au dos. D'accord, tu as un problème. Et donc, tu veux que je te l'enlève. On parle d'un échange d'énergie. Il faut forcément qu'il y ait un transfert d'énergie. Et là, tu as 3 possibilités. La première possibilité, c'est que tu vois, toi-même, Rudy, tu as aidé une personne, je sais pas, hier, l'année dernière, tu as rendu service à quelqu'un sans rien demander en échange, parce que tu sentais que tu devais le faire, ça t'a fait plaisir, c'était juste. Et tu l'as vraiment aidé, tu l'as soulagé d'un problème. Eh bien ça, d'une certaine façon, ça se met comme en banque. Et la vie te devait un service. Et moi, je t'aide, je règle ton mal au dos, je règle ton problème d'Internet, je te rends un service, mais la vie t'en devait un. Et donc, je ne te demande rien parce que je sens que c'est juste et que c'était bien de le faire comme ça. Je ne te demande pas d'argent ni d'échange. Mais c'est parce que dans le fond, tu avais déjà rendu un service. Une sorte de crédit karmique. Oui, si tu veux, il y a une chaîne dans l'humanité. On le fait tout le temps, toute la journée, ça existe. Nous avons une chaîne. Il y a une personne aujourd'hui, ce matin, qui t'a fait un beau bonjour avec un regard lumineux. Et ça t'a apporté une émotion positive. Tu vas dire, oh, la journée commence bien. Ça t'a donné du courage de vivre. D'accord ? Ça t'a encouragé. Il ne demande rien en échange, on ne se fait pas payer pour un bonjour. Mais toi, tu dois un beau bonjour à quelqu'un. Tu n'es pas obligé de le donner aujourd'hui, il n'y a pas de durée, mais ça reste en banque, d'accord ? Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, qui est énormément utilisée aujourd'hui par la matrice artificielle, c'est le principe de la dette. C'est-à-dire que je règle un de tes problèmes, je t'enlève un de tes problèmes, tu ne me dois rien, mais en fait, si tu me dois, mais je te le dis pas. Et donc, ce que tu me donnes en échange, écoute, ça peut être ta soumission, ton obéissance, ton acceptation, ta passivité, ton renoncement, tout ce qui va permettre à mon système de perdurer. Tu vas te mettre à défendre ma cause. C'est un endettement. Et il y a des êtres qui le font de manière individuelle, c'est plus rare mais ça existe, c'est-à-dire qu'il y a des êtres qui font une sorte d'échange énergétique et ils t'endettent, c'est-à-dire qu'ils te guérissent, tu ne leur donnes rien, mais en réalité tu as une dette envers eux. Et eux, ils accumulent alors, c'est pas eux qui doivent, on leur doit. Ils accumulent cet état de banquier à qui plein de gens doivent parce que ça leur permet d'avoir plus de chance dans leur vie, ça leur permet de manipuler la réalité. Il y a des êtres qui savent faire ça, souvent de façon ancestrale. Alors, je l'ai beaucoup vu en Afrique, mais pas que, ça existe aussi ailleurs.
Donc, par exemple, mettons que toi, tu me dis, Rudy, moi, je suis guérisseur naturel. Mon grand-père m'a appris à enlever les verrues. Je coupe le feu. Tu vois, j'enlève l'eczéma. Voilà. C'est un magnétisme et je ne demande rien aux gens parce que mon grand-père m'a toujours dit, il faut le faire gratuitement. Ce qui te protège parce que ça va t'empêcher de, éventuellement, tomber dans l'avidité et la soif de pouvoir. Donc, c'est une protection. Mais tu dois savoir qu'il y a nécessairement un échange parce que tu ne peux pas enlever un eczéma, une souffrance à quelqu'un sans rien. Parce que si cette personne, elle a ce problème, elle l'a elle-même provoqué et elle l'a appelé dans sa vie. Où est la prise de conscience? Tu sais, par exemple, je prends l'eczéma parce que c'est un classique. Voilà, il y a quelque chose dans ta vie qui t'irrite, que tu supportes plus. Il y a quelqu'un qui tu supportes plus. L'eczéma, ton corps vient te porter le message. Okay, c'est des psychosomatiques qu'on connaît. Mais tu vas voir le guérisseur qui t'enlève l'eczéma. Et donc, le message de ton corps, il est bâillonné. Ton corps est étouffé. Il ne peut plus te dire qu'il y a quelque chose dans ta vie, dans ton organisation, tes relations qui ne va pas. Il ne peut plus te le dire. Donc, en fait, le guérisseur t'enlève un problème, mais il va en créer un autre. Oui. Tu comprends? Ouais. Alors que si tu payes pour avoir quelque chose, ça veut dire que tu auras fait un effort. Tu vas faire un effort même financier. Tu travailles tant d'heures pour te payer tes séances de thérapie qui t'équilibrent. Et donc, par cet effort, tu respectes une certaine loi d'équilibre. Alors après, peut-être que le problème, effectivement, va revenir parce que tu n'as pas vraiment accédé à l'état de conscience qui était à l'origine du problème d'eczéma. Tu auras sacrifié peut-être, au bas mot, oui, un ou deux restaurants, effectivement, un cinéma ou deux, et bon, voilà. Tu t'en porteras pas plus mal au final, mais c'est mal vu, c'est mal vu en société. Nous, on a eu énormément d'attaques ces derniers temps. On en a de plus en plus. Bon, après, est-ce que c'est pas la rançon d'une certaine exposition? Certes, mais on a été, comme tu peux le savoir aussi, Tamara, liés malgré nous au Zénith de Limoges, par le fait d'avoir interviewé plusieurs intervenants, et on constate là aussi un autre phénomène de diabolisation aussi qui s'opère en ce moment par rapport à ceux qui sont en marge, qui ont une pensée, on va réemployer le mot spirituel, mais pour d'autres c'est une pensée galactique, une pensée on va dire un petit peu vraiment en dehors des cursus conventionnels. Et quand on voit les réactions non seulement des zététiciens mais de certains youtubeurs pseudo-authentiques qui critiquent bien sûr les praticiens qui font de l'argent, mais qui critiquent aussi tous les mouvements parallèles en les qualifiant de sectaires, on a aperçu une virulence qui fait que du coup Idriss Aberkan a décommandé, Mathieu et Franck Hatem de la chaîne Civilisation 5D ont décommandé. Bon, c'est assez effarant, ça fait un petit peu peur, je trouve. Quand on voit les articles aussi qui sont diffusés sur la plateforme France Télévisions où on traite carrément de dingue, de fous furieux les gens qui vont assister à cet événement, à ce symposium, on se demande si les inquisiteurs n'ont pas réaiguisé leur bâton pour pouvoir le badigeonner d'essence et pour remettre le feu aux sorcières, cette fameuse chasse aux sorcières qui est réapparente. Il y avait une réflexion aussi au niveau de Discord qui était assez pertinente. Jésus était charpentier de métier, la promotion de la souffrance comme une étape nécessaire vers la connexion au divin. Alors, Jésus n'a jamais été charpentier de métier. Ça, c'est vraiment le conte pour enfants qu'on a raconté. Joseph était charpentier, Jésus, le fils du charpentier. Non, c'est des êtres qui étaient très éduqués, c'est des êtres qui étaient érudits, qui parlaient plusieurs langues, qui savaient lire des textes. C'était certainement pas pour passer le rabot sur une planche toute la journée. Charpentier, c'est un mythe. Si tu veux, c'est une façon de dire qu'en fait, c'était des êtres qui étaient dans la structure des choses. On dirait aujourd'hui, en spiritualité, aujourd'hui, on dirait un kabbaliste. Joseph, c'est un kabbaliste. Il connaissait la structure de l'univers et il s'intéressait à la charpente de l'univers. Voilà. Mais Nazareth n'a jamais existé. Nazar, ça veut dire les Nazaréens, ça veut dire les Esséniens. Enfin, faut pas. Non, ouais. Tout ça, c'est. Mais par contre, après, que par intérêt, parce que tu veux faire la promotion de la souffrance, tu te serves et tu manipules l'histoire pour aller dans ton sens. Bon, on le fait tous un peu, hein. Mais ça a été fait à outrance avec le christianisme. Ça a été fait de façon énorme. Oui, et puis sur cette attaque, bien sûr, j'entends ce que tu dis, Rudy. Moi, je trouve pas que ça fasse spécialement peur. Moi, je trouve que ça fait plutôt rire parce que c'est devenu l'attaque facile, première, quel que soit l'intervenant sur la chaîne, s'il a le malheur de vendre un bouquin, d'essayer de vivre de son activité. Ça devient le critère, tu vois, de discernement. Ça devient le critère de discernement. Oui, mais cette personne n'est pas crédible parce qu'elle fait des formations à 150 € la journée. Oui, mais cette personne n'est pas crédible parce qu'elle vend des bouquins. Donc, ça devient risible. Je pense qu'il faut s'élever un petit peu par rapport à ça. Regarder la mécanique de décrédibilisation et à quel point peut-être c'est une histoire personnelle. Si cette personne a quelque chose à travailler avec l'argent, ça lui appartient. Moi j'ai quelque chose.
qui m'est arrivé aussi, c'est que si tu veux, moi je sais tout ça depuis très longtemps puisque j'ai été arrêté par la gendarmerie française. On a subi des violences, des tortures psychologiques très importantes. Bon, c'est complètement abracadabrant. Et si tu veux, c'est intéressant quand tu vis ça parce que tu rentres de l'autre côté du miroir. Tu vas partir du moment où vraiment tu déranges le système, ben là tu t'aperçois que le système ne rigole pas du tout, qu'il a aucune marge de tolérance, qu'on ne vit pas du tout dans une liberté, qu'il n'y a pas de démocratie, tout ça c'est un mythe. Tu passes dans là c'est même plus les coulisses, là si tu veux, tu vas dans le sous-sol du théâtre, quoi. Tu t'aperçois de qui est aux commandes, qui est aux machines, qui pousse les boutons et tout. Après, je trouve que, tu vois, tu dis Idriss Aberkane a décommandé. Moi, ça m'est arrivé, je devais faire un événement avec Sophie Rabi et Laurent Bouquet, son mari. Je leur ai proposé de faire bénévolement un événement pour essayer de promotionner leur projet d'école alternative et tout ça. Et la gendarmerie française est allée les voir en leur disant que je suis fiché S, je suis un terroriste essénien et que donc il faut surtout pas faire ça et tout ça. Ok. Maintenant, ce qui pour moi est une médaille d'honneur. Je suis très fier. C'est un honneur, voilà. Tout à fait. Voilà. Parce que moi, je ne crois pas au diplôme, je crois pas au doctorat, je crois pas qu'accumuler les doctorats, ça prouve quoi que ce soit. Par contre, je nuance tout de suite en disant, si tu sens que ta mission, c'est de rentrer dans le système et en collectionnant les doctorats, par exemple, puisqu'on parle d'Idriss, de pouvoir aller dans des sphères et accéder à des sphères pour délivrer un message au cœur de la réunion, si tu veux, du Parlement, où les gens sont tous, ils s'astiquent avec leur titre et puis leur validation et tout ça. Bon, si tu sens que c'est ça que tu dois faire et donc que tu ne dois pas trop être vu ou acoquiné ou officiellement associé à tel genre de personne parce que tu as une stratégie et tu as une mission particulière, moi je peux l'entendre. Tu vois, Sophie et Laurent, ils ont leur projet d'école dans leur petite communauté, c'est des survivants d'un traumatisme qui leur est arrivé. Moi je comprends tout à fait que voilà, ils se disent on va pas risquer mettre en péril notre projet pour tout simplement nous afficher en résistant au système, en disant on s'en fout, on s'affiche avec Guillaume Quézac. C'est ridicule. Il faut qu'ils sachent où est leur priorité, leur projet. D'ailleurs, on en a parlé, on se comprend très bien là-dessus. Mais je pense que c'est une question d'appréhension, voire de peur. Je remploie ce mot peur. Je vais pas citer les propos de Franck Hatem, qui a aussi décommandé, mais il y a de réelles violences qui sont prévues, peut-être physiques ou subtiles, énergétiques. Certains redoutent, il y aurait une apparition éventuellement d'OVNI qui serait programmée, un premier contact, ça sera jamais un premier contact, mais un contact avec des entités exogènes. Au-delà de ça, oui, il y a des personnes qui sont vraiment passionnées et qui vont à l'encontre de ce mouvement, qui vont à l'encontre des praticiens qui seront sur place, qui prennent à témoin Jean-Jacques Charbonnier, qui prennent à témoin Anne Givaudan, encore par rapport à ce biais qui est le biais de l'argent, par rapport à ce facteur de commercialiser des livres ou des formations, qui sont très virulents à l'égard de ces personnes. Et j'ai ressenti un petit peu de peur, Tamara, dans leur discours et dans leur désistement, au-delà de l'apparence et de l'image qui pourrait être entachée de par leur présence. Et c'est là où... oui, le mot peur, pour ma part, n'est peut-être pas bien choisi, mais je sens quand même que la bête se débat un peu dans tous les sens et cherche à niaquer le plus de gens possible avant d'éventuellement sombrer dans son abysse. Oui, mais tu vois, Rudy, tout à l'heure, on parlait, il y avait une question sur les initiations, une question de Mélodie sur les initiations en Égypte. C'est une initiation. Il y a des êtres qui vont s'éloigner de ce projet parce que les médias en ont parlé, parce qu'on a parlé d'argent, parce que, si tu veux, tu as ce qu'on appelait un gardien du seuil dans des initiations, une gargouille, si tu veux, tu as une espèce de chose qui est là pour te faire peur et pour tester est-ce que cette peur prend à l'intérieur de toi, est-ce qu'elle résonne. Et si elle résonne à l'intérieur de toi, c'est que tu l'as. Ça veut dire que ta conception de l'argent, de la richesse, de la spiritualité, toute cette conception vient de la matrice artificielle. C'est elle qui t'a formé à croire telle et telle réalité. Et donc, quand ce test vient, ça fait résonner cette formation que tu as reçue de la matrice artificielle et tu obéis et tu es soumis et les jeux sont faits. Tu as choisi le monde avec lequel tu vis. Tu vas payer ta redevance TV pour financer Cyril Hanouna et le journal télévisé BFM TV sans problème. Tu obéis à toutes les injonctions permanentes en France. C'est effrayant maintenant comment on vit. Moi, je n'y habite plus depuis presque 20 ans, mais c'est effrayant. C'est vrai. Le contrôle, tu n'as aucun problème avec ça. Par contre, quelqu'un gagne de l'argent en vendant des livres mais si tu veux, il y a un consensus et il y a encore un passé. Tout à l'heure, je vous ai dit, il faut pas croire que les choses arrivent comme ça. Moi, à l'époque où j'ai été arrêté,
en 2000 par la gendarmerie, qu'on en a fait la une des journaux. À l'époque, il y avait une autre secte très connue en France, c'était les scientologues. Par contre, il y avait un consensus social que les scientologues, c'était des salauds, des mauvaises personnes et qu'on pouvait leur faire tout ce qu'on voulait. Et si vous saviez tout ce qui est arrivé aux scientologues dans leur vie personnelle et privée, les horreurs, les enfants qui ont été enlevés à leurs parents et tout ça, parce qu'ils avaient des livres de scientologie chez eux. À l'époque, tout le monde a accepté et tout le monde a acquiescé. Parce qu'il fallait que pour qu'on soit, nous, un groupe uni, il fallait qu'il y ait un méchant collectif, si tu veux partager. Donc, à partir du moment où tu acceptes qu'il y ait des membres de notre société humaine, de la grande communauté de l'humanité, qui soient ostracisés, qui soient des vrais méchants et sur lesquels on peut se permettre tout en les sortant de l'humanité, ils ne sont plus réellement des humains, donc on peut leur faire tout ce qu'on veut, dire tout ce qu'on veut sur eux. À partir du moment où on accepte ça, on accepte les règles du jeu. Sauf que quand ça t'arrive à toi, ben là, tout d'un coup, tu te rends compte que c'est pas agréable et tout ça. Donc, il faut voir qu'on est dans un système global. Et ces gens-là sont en train de passer une initiation. Ils croient dans le système. Ils croient vraiment qu'avec des doctorats, tu vas vraiment changer les choses et tout ça. Ils le croient. Laissons-les faire leurs expériences et choisissons les nôtres, si tu veux. C'est une façon de trier. Mais je comprends, Rudy, que ça fait drôle. Oui. Bienvenue au club. Ah ouais, merci. De toute manière, hein, on va passer par là. C'est une étape obligatoire et il y aura un combat entre guillemets qui aura lieu. Un combat d'abord, avant tout, entre nous et nous-mêmes. Bon, moi, je suis pas praticien, mais je les mets en avant. Mais les praticiens devront s'affranchir de ce syndrome de l'imposteur déjà dans un premier temps et d'aller au-delà. Et sur le standard, on a des réactions de Blue Spiral encore qui disait tout dans l'univers fonctionne par des échanges. Donc c'est normal de demander une donation, un paiement pour les soins donnés. Demander quid du respect du libre arbitre du patient. Quand est-ce qu'on va trop loin en tant que thérapeute? Ça, c'est une énorme question. Moi, j'ai mis un petit moment à la résoudre quand j'étais en thérapie en face à face comme ça. C'est que je me suis rendu compte que souvent, au début, je voulais plus la guérison que mon patient. C'est un peu comme si je me penchais vers lui physiquement pour aller vers lui jusqu'à moi-même risquer de tomber, de me casser la margoulette face contre terre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une zone d'équilibre à avoir quand tu es thérapeute. Et donc, je l'ai tout le temps appliqué après. Et si tu veux, le problème de ça, c'est que tu ne peux pas maintenir de dépendance chez tes patients. Alors, c'est pas un problème, en fait, c'est mieux. Mais c'est que tu fais un pas et tu proposes une chose et tu attends que ton patient fasse la suite et intègre et vive avec et avance. Et séance après séance, tu dois sentir que à chaque fois, il a attrapé ce que tu lui as proposé la fois d'avant. Sans ça, tu le laisses. Ça veut dire qu'il est au bout de là où il peut aller pour l'instant. Même si toi, tu vois encore d'autres possibilités, notre développement de guérison, tu acceptes. Et donc, c'est de l'humilité aussi du thérapeute de se dire, je ne peux pas guérir à la place de l'autre, je peux pas vivre à la place de l'autre, je peux pas développer tout chez l'autre, c'est pas vrai. Et donc, je ne fais pas de promesses. Tu accompagnes ton patient jusque là où il peut aller lui. C'est lui qui va décider de son processus de guérison. Par contre, quand tu vois qu'il est prédisposé à faire une étape de plus et que toi, tu peux lui fournir l'aide, le service dont il a besoin, tu le fais. Et il faut aussi avoir l'humilité de dire, écoute, je pense qu'on a fait tout ce qu'on pouvait ensemble. Tu vois, je me rappelle, j'ai eu des patients en naturopathie qui venaient pour, peu importe, un mal de tête et tout. Je parlais avec eux parce que moi, j'écoutais beaucoup, j'écoute beaucoup. Et j'entendais qu'en fait, cette personne avait vécu des événements traumatisants depuis quelques années, mais qu'elle n'était pas capable de les raconter clairement dans l'ordre. C'était complètement confus. Et ben, ça m'arrivait plusieurs fois de lui dire, écoutez, allez voir un psychothérapeute et racontez-lui votre histoire. Et quand vous serez capable de raconter votre histoire avec clarté et simplicité, de remettre tous les événements dans l'ordre, eh bien, vous reviendrez me voir parce que vous serez prêt à travailler sur le mal de tête. Tu vois, c'est aussi ça. C'est de savoir, est-ce que vraiment ce patient qui vient me voir aujourd'hui, il a besoin de moi et je peux lui apporter de l'aide. Peut-être qu'il a juste besoin d'un conseil, d'aller vers une autre forme de thérapie. Alors, puisqu'on parle des sujets un petit peu clivants, je vais continuer. Est-ce que tu veux bien nous parler du rôle des femmes dans la culture et dans la philosophie essénienne? Quel est ton regard à toi sur cette différence de genre entre les hommes et les femmes? Est-ce qu'il y a une notion de complémentarité? Est-ce qu'il y a une notion, tu sais qu'en ce moment, il y a ces grandes questions autour du genre et est-ce que l'humain peut choisir réellement son genre, etc. Tu veux bien nous apporter ton regard là-dessus, s'il te plaît? Je prône la philosophie, le mode de vie du réel. Donc, je pense pas du tout qu'on puisse choisir son genre. Par contre, qu'on puisse choisir ce qu'on vit et ce qu'on veut vivre. Alors moi, justement, je pense que c'est
C'est tout le champ expérimental de nos incarnations qui est tellement passionnant. Et je ne crois pas qu'on doive rentrer dans des cases et des conditionnements sociaux qui sont enfermants. Ça, je suis absolument. Mais c'est pas que pour le genre, c'est pour tout. C'est-à-dire qu'on doit se faire notre propre expérience de notre propre réalité. Et donc, on peut être, et homme-femme, c'est un bon exemple, mais on peut être boulanger et vivre la boulangerie et notre métier, notre rapport à notre activité de façon complètement différente. Avoir des motivations différentes, avoir des plaisirs différents dans la boulangerie. Donc on peut être un homme et une femme et avoir des rapports à la masculinité, la féminité et des plaisirs liés complètement différents. Je trouve que justement, c'est un champ d'infini de possibilités. Par contre, alors chez les Esséniens, si tu veux, le corps physique est un support d'incarnation. Et nous avons beaucoup de nos perceptions, de notre sensibilité au monde et de notre capacité de présence au monde qui vient du corps. Ton corps te donne une capacité d'être présent au monde. Et donc, en fonction du corps que tu n'as pas réellement les mêmes capacités. Ça ne veut pas dire que quelqu'un va le déterminer pour toi, mais c'est juste une évidence. C'est-à-dire, une tortue n'est pas au monde de la même manière qu'une fleur. Il n'y a rien de... Tu comprends ? Par contre, qu'est-ce qu'elle doit vivre en tant que tortue ? C'est pas à toi de le dire. C'est à elle de le dire et de le vivre. Ça ne concerne personne, tu vois ? Donc, notre corps n'est pas du tout un détail. Il est extrêmement important parce qu'il est dans notre relation et notre capacité d'expression. Et j'ai donné un séminaire l'année dernière sur le féminin masculin sacré où j'ai parlé un petit peu de cette différence d'expérience. Nous contenons tous du féminin et du masculin dans des proportions complètement variables. Nous avons des polarisations qui sont variables et différentes. C'est à l'infini, un dégradé d'expérience possible. Par contre, donc, chez les Esséniens, il n'y a pas de contrainte liée à ton sexe biologique dans le sens où ce n'est pas parce que tu es de sexe féminin que certaines choses sont attendues de toi. Par contre, on va te dire, le fait que tu aies un sexe féminin dit en partie tout un champ d'expérience qui est le tien et qui ne peut pas être nié et supprimé. Ça fait partie de la totalité des expériences que tu fais. Tu fais ces expériences d'abord en tant qu'âme, asexuée, mais plus tu t'approches des choses terrestres, plus cette polarisation énergétique, elle est réelle dans ta sensibilité, dans ce que tu sens, ce que tu ne ressens pas. Maintenant, voilà, avec tout l'arc-en-ciel. Donc, par exemple, chez les Esséniens, tu peux trouver des hommes prêtres, des femmes prêtresses. Il n'y a pas de différence. Mais il y a une énorme différence. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme par exemple, on pourrait dire, tu vois Tamara, toi et moi, nous sommes un dans le fond parce que nous participons au même divin, nous venons de la même source et dans le fond, nous sommes un. Donc c'est une réalité, nous sommes la même chose. En réalité, je me parle à moi-même quand je te parle. Tu n'es qu'un autre visage de moi-même, c'est tout. On n'est pas. Mais nous sommes vraiment différents et nous ne devons pas chercher à être un dans notre expérience d'incarnation. Nous sommes venus expérimenter la diversité. Donc tu vois, les deux sont simultanément vrais à l'intérieur de nous. Les hommes et les femmes sont avant tout des âmes, mais dans leurs expériences de vie, ils sont venus vivre les choses de manière différente parce que tu n'as pas la même force et la même énergie quand tu es un homme ou quand tu es une femme. Les hommes vivent beaucoup plus facilement à la frontière et à la limite des choses. Et les femmes vivent beaucoup plus facilement l'intériorité des choses. Donc les femmes sont beaucoup plus facilement les gardiennes de l'âme des choses et les hommes sont beaucoup plus les gardiens de la forme des choses. Mais encore une fois, donc, ça ne veut pas dire que parce que tu as un corps d'homme, tu es à fond dans l'énergie masculine. Tu peux avoir énormément d'énergie féminine, même dominante à l'intérieur. Tu vois ? Et à ce moment-là, tu as des êtres qui sont venus vivre le paradoxe. Moi, j'avais rencontré un jeune homme qui se sentait femme et qui se coiffait comme une femme, mais pas vraiment. C'était comme un peu à mi-chemin. Et moi, je pense qu'il est venu vivre la non-différenciation et la non-classification. Il est venu faire l'expérience de ne pas être dans une case et il est venu faire l'expérience de l'ambiguïté. Et je pense que pour réussir son expérience, il faut qu'il vive dans l'ambiguïté. Et il faut, si tu veux, qu'il incarne cette ambiguïté et qu'il ne rentre pas dans une case. Il faut qu'il vive ça. Donc il ne faut pas qu'il se déguise en quelque chose qu'il n'est pas. Il est un être énormément androgyne. Il est un être indifférencié et indécis.
Je pense qu'il doit l'incarner aux yeux de tous et que tout le monde doit voir que c'est un être qui est à la frontière de deux mondes. Il doit l'être pleinement. Et pour moi, son incarnation, la plénitude de son incarnation, c'est l'ambiguïté et le non-choix. Et il doit être aimé, inclus, accepté dans sa société humaine comme un être à la frontière des mondes. Tu vois, il y en a qui sont à des frontières différentes. Il y en a qui sont à des frontières, par exemple, mentales. Tu vois, quand j'étais enfant, il y avait des programmes où les trisomiques étaient inclus dans les classes à l'école primaire, et j'ai grandi avec plusieurs trisomiques. Eh bien, pour moi, alors déjà, c'est un génocide total, puisque maintenant, avec les pratiques eugéniques financées par les impôts, tous les enfants trisomiques sont avortés. Hein, les autres sont des survivants, c'est des hasards. Donc c'est horrible. Je trouve que maintenant, une âme qui vient faire une expérience de trisomie, elle n'a plus le droit. Ça n'est plus légal, c'est plus possible, elle peut plus. Eh bien, ces êtres-là, nous vivions avec dans l'ancien temps. Il y avait les fadas dans le sud, tu avais le fada du village. Moi, j'en avais dans mon village, tu vois. On le connaissait, le fada. Oui, mais il est venu vivre cette expérience et il nous parle d'autres réalités parce qu'il voit des mondes qu'on ne voit pas. Ils ont des perceptions que nous n'avons pas, tu vois. Et les trisomiques, par exemple, c'est énorme. Ils sont pure émotion. Ils sont pur cœur. Ils sont pure générosité, joie. Ils nous donnent un accès direct au cœur de l'enfant, même en tant qu'adulte. Et donc, il faut surtout pas les normaliser. Et je trouve qu'aujourd'hui, ces histoires de genre, il y a des êtres qui veulent absolument se normaliser en rentrant dans des cases, mais ils se déguisent. C'est ridicule. Moi, je trouve qu'une femme, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a des perruques et des faux cils et du maquillage à outrance. Depuis quand c'est ça une femme? Enfin, je comprends même pas. Et puis c'est une parfaite transition avec la question qui suit, puisque les modes actuels ont un impact. Elles engendrent des incidences pour la plupart du temps insidieuses. Tu es d'ailleurs l'un des seuls que j'ai entendu parler de ce phénomène, tout ce qu'il y a de plus populaire que sont les tatouages. Comme tu l'évoquais, se faire tatouer est quasiment devenu la norme. Une norme visuelle nourrissant une certaine apparence physique, apportant une certaine valeur en société, une attractivité, un plus que de nombreux jeunes suivent aveuglément sans même avoir conscience que cela peut avoir comme impact. C'est un exemple parmi tant d'autres que j'aimerais que tu développes car il est pour le moins symptomatique et en lien avec ce qu'on est en train de dire actuellement. Ouais, tu sais, les tatouages, c'est juste parce que c'est un des derniers espaces de liberté qui nous reste. Et je pense qu'en se faisant tatouer, tu veux affirmer que t'as pas peur, que t'es libre, que ton corps t'appartient, alors qu'en fait, c'est faux. C'est tout le contraire qui se passe. Nos corps nous appartiennent de moins en moins. C'est épouvantable. Il y a 2 ans, essayer de pas être vacciné et de vivre au quotidien dans des grandes zones urbaines, c'était l'enfer. Nos corps ne nous appartiennent plus. Donc mais là, c'est plus l'inverse que j'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression que le fait de ne pas être tatoué, ça devient presque une exception. Que la nouvelle norme est justement d'être tatoué. Enfin, tu parlais d'impact aussi énergétique par rapport à ça. Pas en Grèce. Ah, d'accord. on vit dans d'autres réalités. Mais écoute, oui, mais si tu veux, comme je te disais, énormément d'entités qui étaient maintenues dans des mondes spirituels depuis des siècles et des millénaires sont en train de s'incarner, de prendre corps. Et donc, elles cherchent à prendre corps le plus possible. Et donc, parfois, tu vas te faire tatouer, par exemple, moi j'en ai vu, là, c'est marrant, j'étais en France, c'est vrai, hein, il y a plein de gens tatoués, alors c'est marrant, moi, j'étais en hiver, je voyais pas tous les tatouages sur le corps, mais on en voyait qui dépassaient, et tu as des gens qui ont tatoué des espèces de trucs très, je sais pas moi, des espèces de tigres avec les dents, avec du sang, ou alors des têtes de mort, enfin des trucs, tu vois, hyper guerriers, violents. Glauque, mais ouais. Et je me dis, c'est comme une espèce de dérivatif que les choses que tu ne vis pas réellement, tu veux les incarner et tu les mets avec toi pour les vivre sans les vivre et tu leur donnes un visage. Donc toutes ces entités sont en train de s'incarner, mais il faut savoir que rien ne s'incarne si ça n'existe d'abord dans des mondes subtils. Donc tout ce que tu vois sur des tatouages, même absolument glauques et ignobles, ça existe déjà dans l'imaginaire et dans l'image, dans les corps subtils énergétiques de toutes ces personnes. Moi, demain, admettons, je pète un boulon, je me dis, je vais me faire tatouer un gros crâne, tête de mort sur le dos, sur l'intégralité de mon dos. Est-ce que ça va avoir un impact? Est-ce que ça va occasionner des changements chez moi? Pourquoi tu vas le faire? Par effet de mode, éventuellement, pour rejoindre un groupe. Toi, ouais, mais voilà, appartenance à un groupe, reconnaissance, validation, existence, sentiment de fierté, sentiment de puissance, sentiment d'efficacité, sentiment de... Tu vois, c'est ça qu'il faut aller chercher. Pourquoi la personne a fait ça à l'origine? Et en fait, il faut savoir que si ton tatouage t'apporte, par exemple, un sentiment de virilité, de force, eh bien, ce sentiment ne t'appartient pas, il appartient à l'entité que tu as tatouée. Et cette entité te possède
Parce qu'elle va te dire, ah, mais tu as ressenti de la fierté, de la dignité, tu as ressenti de l'autonomie, tu as ressenti de la liberté, tu as ressenti peu importe quoi. En fait, tu ne l'as pas ressenti. Je te l'ai fait ressentir. Tu m'appartiens. Et tu as une dette envers moi parce que je t'ai donné quelque chose. Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Encore ce Comprends le danger? fameux échange encore. Eh oui. Alors on a encore des questions aussi par rapport à la rédaction aussi en interne. En ayant pour quête individuelle de se placer sur sa propre trame selon ce qui est le plus juste pour nous et pour ce qui est, pour l'environnement, pour la vie, pouvons-nous imaginer transformer notre intérieur et ainsi le collectif? Ou bien cela s'induit-il nécessairement en agissant tout autant pour l'autre? Moi, je ne vous conseille pas du tout d'agir pour les autres. Je vous conseille d'agir sur vous. Vous voyez, je suis en train de vous parler là. On pourrait se dire, ah ben Guillaume vient faire sa promo parce que il a sa plateforme, il a ses bouquins et tout ça. Mais non, mais c'est parce que là, je suis en train de faire qui je suis. Et vous me permettez, je vous en remercie encore, d'être qui je suis. On va replacer les choses. Si tu es là, c'est parce que nous voulions t'inviter, oui, quelle que soit ton actualité, et que nous voulions te questionner sur des sujets précis, oui, quelle que soit ton actualité. Et que par ailleurs, bien sûr que tu as des actualités. Donc, et on les peut évoquera te questionner. avec Et grand on les plaisir. évoquera, évidemment. N'en Mais déplaise replacer les choses aux trolls. Voilà, mais tu vois remettre ce que les je veux choses dire. en place quand même. Voilà, c'est qu'il faut toujours commencer par toi et savoir que même, je le sais puisque je suis thérapeute, même quand tu te mets à l'écoute de l'autre pour peut-être lui apporter une solution, une possibilité ou une technique, même quand tu fais ça, tu dois le faire parce que fondamentalement, c'est ce que tu es. Tu es fondamentalement un thérapeute. Et tu sais, il y a des gens, par exemple, qui sont des artistes, il y a des gens qui sont des boulangers, des gens qui sont des charpentiers, il y a des gens qui sont des mamans, et qui sont fondamentalement des thérapeutes dans l'âme. Mais tout ce qu'ils font est guérissant et thérapeutique pour les autres, sans nécessairement passer par une case d'expression extérieure d'un cadre de relation de thérapeute et de patient et tout ça. Il y a des gens, quand ils cuisinent, eh ben, ça te guérit. Voilà, c'est comme ça, c'est leur talent. Il y a des gens, quand ils cuisinent, ça te réjouit. Parce que fondamentalement, qui ils sont des êtres de joie. Et quoi qu'ils fassent, ils font sourire tout le monde au milieu d'eux, ils ont toujours la banane. Ils sont comme ça. Donc, je ne te conseille pas du tout de penser d'abord à l'autre, tu dois d'abord penser à toi. Et quand tu te trouves, et que tu es qui tu es, sois certain que par la réalité de la création, nous sommes tous en coexistence, en codépendance, je sais pas comment on dit ça, en relation, en synergie, tous. Donc nécessairement, tu as une fonction, tu as une mission, tu as un rôle, tu as une place dans l'humanité. C'est ce monde artificiel qui nous fait croire parfois qu'on n'a aucune raison d'être, que c'est pas important, qu'on peut être là ou là-bas. Pas du tout. Quand tu te trouves, tu sais où est ta place, et donc même quand tu t'occupes des autres, c'est parce que dans le fond, tu le fais parce que c'est ce que tu es et tu ne fais que être ce que tu es. Et donc, du coup, tu n'as jamais ce sentiment de fatigue et de lassitude à t'occuper des autres, à les soigner, tout ça. Parce que, tu vois, c'est ce qu'on trouve chez certaines descriptions de certains saints qui vont dire qu'ils ne s'épuisent pas, que sans arrêt ils soignent les malades et que leur énergie, leur amour est de plus en plus grand et tout ça. C'est parce que juste, ils sont à la bonne place au bon moment. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas se reposer de temps en temps quand même. Mais... On a Blue Spiral qui disait, est-ce que toutes ces nouvelles pratiques de modification de notre corps naturel, comme le changement de genre, etc., ne sont pas juste des réactions de la matrice pour contrecarrer cet éveil au corps qui est en nous? Écoute, oui, ça peut être, on peut se dire que c'est un phénomène global où les humains, aujourd'hui, c'est ce qui est au programme de la nature du réel, les humains doivent se réapproprier leur corps, retourner vers leur corps, parce que peut-être que nos systèmes religieux ont énormément mis l'emphase sur l'âme, l'esprit, et puis ont complètement même dénigré le corps. Donc peut-être qu'il faut, et que à cette occasion-là, la matrice artificielle va essayer de faire que les gens se sentent en pouvoir même de torturer leur corps avec des opérations, avec des transformations et tout ça, peut-être. Mais tu sais, moi je pense qu'il faut s'occuper de soi. Et s'il y a des êtres qui ont du plaisir à se faire couper la langue en deux, à se stériliser avec des produits chimiques, à castrer les enfants et tout, bah écoute... ouais. Voilà, oui, non, mais c'est dur, hein, c'est dur. Une grosse distinction, ouais. Et oui, mais si tu veux, pour moi, le premier sujet pour les enfants, c'est l'éducation nationale, qui est tellement mal faite et tellement problématique. Donc, occupons-nous de nous, essayons justement de retrouver la juste manière de s'approcher de notre corps, et soyons confiants que ça va s'infuser, tu vois, ça va se transférer d'un être à un être. Même quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne lui as jamais parlé, il est à l'autre bout de la planète, mais
par la magie de l'âme du monde, si tu veux, il va recevoir cette impulsion et se dire non, je vais plutôt aller dans la nature, je vais essayer de, tu vois, il va capter ton attitude et ton éveil de conscience. On a Véro Kio qui revenait sur cette histoire de tatouage. Que penser des tatouages de runes celtes protectrices, influentes, selon toi, Guilhem? Toujours pareil. Pourquoi tu fais ça? Tu vas me dire, mais j'ai une bonne intention. L'enfer en est pavé, ma chère Véro. L'enfer est pavé de bonne intention. Moi, personnellement, je n'ai aucun tatouage, je ne porte rien. J'ai toujours eu énormément de mal. Je ne porte pas de chaîne, de tout ça. Là. Mais je suis pas du tout contre. Tu peux le faire. Moi, vraiment, j'ai pas de problème. Mais sache pourquoi tu le fais. Voilà. Maintenant, si c'est signifiant pour toi aujourd'hui et que tu sens que tu dois le faire, fais-le. Maintenant, comment tu vas te sentir avec ça dans 1 an, dans 10 ans? Je suis pas certain que ton sentiment sera le même. Ça sera peut-être un souvenir. Ah oui, à l'époque, je me souviens. Maintenant, tu peux dire, je l'ai tatoué pour ne pas oublier. Voilà, je me suis tatoué telle date parce qu'elle est signifiante pour moi. Mais tu sais, ton corps, c'est une partie de la nature, c'est un morceau de terre. Notre corps, c'est un morceau de terre, c'est sacré. Et moi, je suis plutôt du genre à dire que la terre est sacrée et que toutes nos choses impermanentes humaines, il faut pas trop les mettre dedans parce que ça, c'est plus grand que nous. J'aime bien cette attitude-là. Maintenant, voilà, tu vas me dire, oh, mais moi, alors du coup, comment je fais? Je me suis tatoué à Ginette pour la vie. Oui, c'est compliqué parce que si on n'est plus avec Ginette, après, comment on fait? Aujourd'hui, on le sait, hein, ça arrive souvent. Bon, voilà, mais écoute, c'est pas plus grave que ça aussi. On ne peut pas se prendre la tête. On a Squirrel aussi qui nous apportait une réflexion suivie d'une question. Je sens qu'on doit travailler collectif. Et Anne Givaudan le redit dans votre récente interview, il faut s'unir pour être plus fort, s'entraider, vibrer plus haut, plus loin, plus puissant. Pourquoi ne pas mettre alors en œuvre des groupes locaux de prières collectives un peu partout dans le monde ou même à distance? On se brancherait tous ensemble. Comment faire ça? Comment rencontrer toutes ces belles âmes qui suivent les mêmes personnes et principes que nous dans notre réalité? Alors écoute, c'est une très bonne question parce que tu vois, j'ai commencé comme ça. Moi, quand j'avais 16 ans, j'étais en seconde, j'ai rejoint un groupe de prière. À l'époque, c'était le groupe de prière Maggie Lebrun. Vous pouvez chercher ça sur Internet, ceux qui connaissent pas. C'était très fort en France au début des années 90. Elle avait écrit des bouquins parce que son mari se réveillait la nuit, il canalisait des entités, donc de façon complètement inconsciente. Et ces entités, je crois, avaient dit à Maggie Lebrun qu'il fallait guérir par la lumière, la prière, l'amour. Elle avait fait un bouquin, guérisseur, je sais plus quoi. Elle avait eu beaucoup de succès, elle avait été même un peu médiatisée. Et donc, j'avais rejoint ces groupes de prière et j'y ai été très assidûment pendant 1 année. Donc, c'était aconfessionnel, c'est-à-dire qu'il y avait une bougie qui était allumée au centre. Les êtres se mettaient en cercle. Et puis, au bout d'un petit moment de méditation et de recueillement, eh bien, chacun à tour de rôle disait le nom des personnes auxquelles il dédiait sa présence, son travail, ses prières. Donc j'ai fait ça et je connais très bien. En fait, le problème de ça, si tu veux, c'est que on part du principe quand on fait ça que les mondes spirituels sont amour, lumière, paix, harmonie, joie. Or, ce n'est pas du tout mon expérience. Et quand tu regardes la Terre, tu vois la complexité de la Terre, les écosystèmes, les éléments différents, les circulations, les règnes. Tu as des végétaux, des minéraux, les prédations. Il y a énormément de prédation dans la nature. Tu as des phénomènes de dépendance, de synergie. Tu as des migrations. Tu vois, la vie sur la Terre est très complexe. On connaît même pas tout, hein. Dis-moi un peu, si le monde matériel, qui est très limité, c'est vraiment la couche la plus dense de la matière, si ce monde matériel est aussi complexe, explique-moi un peu comment toutes les dimensions qui sont très nombreuses et plus subtiles seraient d'une simplicité absolument enfantine et qu'il suffirait de dire paix, harmonie et lumière dans le monde pour que ça se réalise. Il y a des prédateurs dans les mondes spirituels. Ils vont prendre paix, amour, harmonie. Pourquoi? Et pourquoi ils ont l'autorisation de le faire? Parce que toi, tu vas dire non, je le fais au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ou tu vois. Ouais, mais Jésus-Christ, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par exemple, ça appartient à l'Église catholique. Et donc, l'égrégore de l'Église catholique va venir récupérer ton intention, ta prière, ton souhait, ta parole. Est-ce que c'est un problème? Pas du tout. Est-ce que c'est mal? Moi, j'ai pas dit ça. Mais tu ne peux pas penser qu'il suffit que tu dises « j'envoie de la lumière à notre président de la République pour qu'il soit plus conscient et éveillé ». Tu ne sais pas à quoi c'est utilisé. En tout cas, c'est plus complexe qu'on pense. Donc, est-ce qu'il suffit de, faire des groupes de prière et tout ça? Bah écoute, c'est bien. De toute façon, il vaut mieux faire ça que d'autres choses. Tu vois, c'est génial, hein.
mais il peut y avoir des problèmes potentiels et il faut que ce soit orienté et guidé. On a Laura HRV qui disait « Bonjour, j'ai 22 ans, je fais partie de cette génération plus jeune. » Bonjour à toi Laura, et merci à toi pour ta présence. On a une moyenne d'âge assez bien plus âgée sur notre chaîne. Je rencontre énormément de personnes de mon âge étant très conscientes de choses et à l'opposé, des gens totalement enfermés dans cette matrice. Comment expliquer ce fossé qui se crée ? Parce qu'on vit une fin de cycle et on n'est pas dans un début de cycle. Et en fait, on récupère ce qu'on a fait comme travail dans les saisons précédentes de nos incarnations, dans nos vies, ou ce que nos ancêtres ont fait. Et donc, je comprends très bien ce que tu dis, puisque moi-même, si tu veux, quand j'étais au lycée, j'étais un extraterrestre. J'avais des amis éveillés, conscients, qui voyaient des choses, et puis j'avais plein d'amis qui ne voyaient rien et qui comprenaient même pas de quoi je parlais. Donc je comprends très bien tout ça. On vit une saison de fin et donc il y a des êtres qui n'ont jamais vraiment éveillé leur conscience à cela, qui n'ont jamais eu d'intérêt pour tout ça, qui ont toujours fonctionné et le moment n'est pas venu pour eux. Tu vois, c'est pas l'idée de dire c'est la fin des temps et donc il y a des âmes qui vont être condamnées parce que c'est le jugement dernier et tout ça. Pas du tout. C'est que, tu sais, quand j'étais en Afrique, une vieille sage m'a dit à chaque être a son temps, son tempo et à chaque être a sa mesure. Et c'est une sagesse qui vient des pygmées de dire ce n'est pas parce que toi tu vis une chose à un moment donné que les autres doivent le vivre aussi. Et donc, il faut vraiment se calmer avec ça, tu vois, et savoir que l'être vit ça en ce moment, il est à fond dans ses projets, il y croit à fond. Ouais, mais peut-être que toi tu étais comme ça avant, et dans une ancienne vie tu étais comme ça, et tes parents étaient comme ça. Et alors, nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Il faut vraiment être en paix avec ça et se dire que les êtres sont comme ils sont le résultat de leur évolution et qu'aujourd'hui, ils sont comme ça et que c'est bien. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, bien sûr, t'imagines bien à 16 ans, comme je voulais changer le monde et comme je voulais dire à tout le monde que j'avais trouvé la vérité, la lumière. Et puis très rapidement, je me suis pris des claques dans la tête et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. En fait, ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui, c'est montrer la lumière. Et tous mes choix de vie et tous mes accomplissements de vie seront des témoignages de la lumière que je dis que j'ai trouvé. Parce que tu sais, quand tu dis que tu as trouvé un truc mais que tu le fais pas, tu es un menteur. Donc, ne sois pas un menteur. Et moi, j'ai tellement souffert de voir le mensonge dans le monde des adultes que je me suis dit, moi, je serai pas un menteur. Et donc, je me suis dit, je vais faire ce que je crois qui est vrai. Et si ça marche, si c'est bien, ça va se voir. Ouais, mais ça va prendre des décennies et pendant ce temps-là, les autres, les pauvres. Mais qui tu es pour dire les pauvres ? Ils ont personne qui s'occupe d'eux. Moi, je crois qu'il y a une intelligence cosmique qui est aux commandes et qui s'occupe de chacun. Donc, déjà, tu t'occupes de toi. Tu vas essayer d'incarner tout ce que tu dis que tu as compris. Tu vas t'apercevoir que c'est un boulot à temps plein. Puis les autres, ils vont s'occuper d'eux quand ça sera le moment pour eux. Dernière question de Griminismal. Excuse-moi, j'arrive pas trop à prononcer ton pseudo. Bonjour Guilhem, que penses-tu des stoïciens ? J'étudie en profondeur cette philosophie, je la trouve complète et très connectée avec le monde physique et même avec les autres mondes. Donc je suis très stoïcien. Donc pour moi, le stoïcisme, c'est une des branches de la philosophie antique. Je n'aime pas le stoïcisme dans le sens où il est énormément orienté sur un angle, et je pense que il est important d'avoir toujours deux visions. Et donc, je te conseille d'étudier Platon dans le texte lui-même, tout seul. Dans le texte, pas forcément grec ancien, mais juste Platon ou Plotin, des platoniciens, pour équilibrer le stoïcisme et comprendre que le stoïcisme se place dans un ensemble, parce qu'il étudie énormément la permanence, l'impermanence. Mais moi, je vais commenter d'ailleurs des paroles de Marc Aurèle, les pensées pour moi-même, et j'adore ça, et je pense qu'aujourd'hui on devrait tellement enseigner ça aux jeunes dans les écoles. Moi, j'aurais adoré vraiment qu'on m'en parle quand j'étais jeune. C'est énormément accessible et compréhensible par les adolescents. Je te recommande aussi de rajouter Platon à ta lecture avec légèreté pour apporter beaucoup de respiration et de grandeur et d'éternité, parce que le stoïcisme est comme un pôle de vision. Il est important d'avoir les deux pour avoir la vision en 3 dimensions. Alors moi, j'avais un petit peu envie de t'entendre parler. Ça pourrait faire l'objet d'une émission entière sur Marie-Madeleine. Je crois savoir que tu prépares en ce moment même justement un séminaire en mai. Et j'aimerais avoir justement ton regard, ta vision, ta sensibilité sur ce personnage, ce qu'elle peut nous transmettre, ce qu'elle a en héritage. Marie-Madeleine était une étudiante de la sagesse éternelle, et elle a été une compagne de chemin de Jésus, parce qu'elle a été étrangement à la hauteur. Elle a été à la hauteur du personnage,
parce que son âme était à la hauteur, si tu veux. Elle était capable, par son âme, mais aussi par son corps de femme et son incarnation de femme, elle a été capable, si tu veux, d'avoir une perception sensible et pas intellectuelle ou disciplinaire de l'enseignement essénien et de l'enseignement de Jésus. Donc elle en a eu toute une sensibilité, elle a eu une manière de recevoir et de partager ce que partageait Jésus, de le ressentir, de le percevoir. Elle a eu une manière unique de par le fait qu'elle était une femme. Et elle a été ce que nous, dans l'enseignement essénien, on appelle une fille de la mère, c'est-à-dire que pour nous, il y a Dieu Père et Dieu Mère. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu unique, mais que forcément pour créer, il faut qu'il y ait ces deux pôles complémentaires et co-créateurs d'une réalité. Et donc, nous, sur la Terre, le plus proche de nous, c'est pas Dieu Père, c'est Dieu Mère. Et nous pensons que c'est dramatique, cette espèce de misogynie qu'il y a eu pendant des siècles, parce que en réalité, c'était pas vraiment tourné contre les femmes, c'était tourné contre la féminité et contre le principe féminin du divin. Parce que ce principe féminin, il est beaucoup plus accessible et surtout, il est beaucoup plus concret. Tu vois, le principe féminin, tout ce qui est de la philosophie, de la réflexion, de la cogitation sur le pourquoi du comment, tu vois, des choses que moi j'adore. Hein. Moi, je suis très très intello. Le principe féminin, ça l'intéresse moins. Il va être beaucoup plus dans l'incarnation et la manifestation concrète, le prendre soin immédiat de l'autre, la sensibilité immédiate au monde, tu vois. Donc toi, avec le principe masculin, tu vas dire oui, mais c'est les lois du cosmos, c'est voilà. Mais le principe féminin va dire bon d'accord, mais concrètement, tu vois, il va être beaucoup plus dans l'immédiateté et l'incarnation de l'expérience. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que Marie-Madeleine, elle a été beaucoup plus proche de l'expérience christique parce qu'elle a eu une capacité à le vivre beaucoup moins donc lointaine, intellectuelle, abstraite. Elle a été vraiment, et si tu veux, ça la foutait mal parce que le milieu essénien, c'est un milieu juif. Et donc, à l'époque, les femmes étaient pas vraiment participatives à toute la vie intellectuelle, à la vie religieuse, à la vie mystique, où elles avaient des cases préfabriquées dont il fallait pas qu'elles sortent. Et donc, voilà, après, ils ont fabriqué ce personnage, ils l'ont associé à la femme adultère et tout ça, parce qu'ils ont voulu la dégrader. Moi, je pense qu'on a un manuscrit de Nag Hammadi avec une conversation entre Jésus, Marie-Madeleine, il y a Pierre qui intervient, et donc je vais le commenter, bien sûr, dans ce week-end, qui est complètement hallucinant, de tout ce qui est impliqué à l'intérieur. Vous verrez ce qui venait, ça remet en question énormément de choses sur le dogme chrétien qu'on a fabriqué après. Si Marie-Madeleine avait été... d'ailleurs, elle n'aurait jamais créé le christianisme, Marie-Madeleine, parce que justement, elle aurait, comme Saint Jean et comme Jésus, elle aurait refusé les choses dogmatiques et extérieures. Elle aurait mis l'emphase sur la vie intérieure. Et sans arrêt, on voit si tu veux, les disciples de Jésus qui disent oui, bon, d'accord, mais concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Dis-moi ce que je dois faire qui est bien et qu'est-ce que je dois pas faire parce que c'est mal. Ils veulent des lois, ils veulent des règles à suivre. Et elle n'arrêtait pas de dire mais non, mais c'est pas là que ça se joue. C'est à l'intérieur de toi ce que tu vis, ce que tu ressens. Si tu veux, pour les autres, comme ils n'y avaient pas vraiment accès parce qu'ils étaient très masculins, eh bien, c'était beaucoup moins évident à comprendre. Donc, Marie-Madeleine est une des gardiennes de la mémoire de la mère divine. Mais elle a vécu à une époque où il fallait se cacher. Et donc, elle n'a été c'est déjà énorme. Elle a été une gardienne de la mémoire à un moment donné et elle a laissé une trace. Beaucoup d'ailleurs dans le sud de la France. Ça m'étonnerait pas qu'elle soit passée au Mont-Saint-Clair. Plonger dans un voyage à la découverte des 4 éléments fondamentaux qui éveillent la guérison et l'équilibre de notre être. Découvrez comment les 4 éléments terre, eau, air et feu résonnent en chacun de nous, influençant notre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Explorez les multiples facettes de leur impact sur notre vie quotidienne ainsi que les déséquilibres qu'ils peuvent causer. Au-delà de ces 4 éléments connus, découvrez l'existence d'un 5e élément qui transcende les autres. Guilhem, on est tout ce qui est de plus curieux, même si on invite avant tout notre audience à se procurer ton nouvel ouvrage. Peux-tu nous dévoiler, nous spoiler à demi-mot peut-être quel est ce 5e élément? Ah oui, c'est très simple. Hein. C'est que en fait, pour vivre sur la Terre, pour t'incarner sur la Terre, sur cette planète,
tu dois t'associer avec les éléments, avec ces 4 éléments fondamentaux. Tu dois t'associer avec, tu fonctionnes avec. Ils sont vraiment les 4 constituants fondamentaux de ce que nous on appelle la matière en général. Donc, en tant que âme, pour venir y faire une expérience, tu dois vivre avec. Mais ces 4 éléments, eux, sont irrésistiblement attirés par le 5e. Et c'est pour ça qu'on représente l'homme comme un pentagramme. Si tu veux, tu as ces 5 branches. Donc, les 4 branches des 4 éléments sont vraiment attirées par cette 5e parce que l'homme va donner... Tu sais, Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. L'homme apporte un grain de sel. Il amène quelque chose qui n'est pas présent quand il n'est pas là. C'est pour ça que nous sommes tous absolument et définitivement irremplaçables. Nous sommes uniques, nous sommes particuliers. Nous apportons au monde une note de musique, une couleur, une saveur unique. Et donc, nous sommes ce 5e élément, ou pas. Ou alors, ce qui vit à l'intérieur de nous, c'est les injonctions familiales, transgénérationnelles, gouvernementales. À ce moment-là, nous sommes complètement inconscients. Et ce 5e élément, nous avons donné à cette matrice artificielle, nous lui avons donné ce 5e élément. Donc ce 5e élément, c'est notre âme, notre mission de vie, le sens réel de notre présence sur la Terre. Et c'est ce qui devrait nous passionner et nous allumer. Et c'est ce que nous devrions à tout prix incarner sans jamais vouloir y renoncer. Un grand merci pour toutes tes réponses, Guilhem. Merci Tamara d'avoir été présente. Merci au Standard Discord aussi également d'avoir été présent et de nous avoir. Merci à vous tous de nous avoir posé vos questions et de nous avoir aidé à cheminer dans cette entrevue qui était attendue de notre part. Et encore une fois, l'invitation, ça a été de longue date. Ça faisait longtemps qu'on voulait te recevoir. Tamara, un petit mot pour la fin éventuellement. Merci beaucoup Guilhem. Je reste vraiment passionnée par ce regard que tu portes. Cette philosophie, ça vient bien en résonance. C'est tellement actuel. C'est une vraie invitation justement à aller cheminer plutôt en intérieur, et puis on l'a décliné sous plein de prismes, même les tatouages tout à l'heure qui sont encore qu'une diversion, un éléphant rose pour s'occuper de l'extérieur et non pas de l'intérieur. Ce clin d'œil aussi avec Marie-Madeleine en fin d'émission qui je trouve très très actuel comme invitation aussi à aborder l'information plutôt de l'intérieur. Donc merci pour tes travaux et merci pour ta présence sur la chaîne. J'ai très envie de te réinviter justement sur d'autres sujets. On en parlera plus tard. Merci beaucoup. Vous êtes bien sur Amdessine, www.amdessine.com pour nous rejoindre, pour voir notre actualité, pour suivre notre magazine. On vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao, bye.